pour traiter ce sujet, je n'ai pas trouvé mieux que Philippe Berta, il est parfait. Hein. D'abord, c'est un ami de longue date. Il a la double compétence, et très forte compétence, scientifique et académique. Il a été président de l'université de Nîmes, je veux dire. Et puis il a été député quand même pendant 2 mandats. Il a écourté son 2e mandat grâce ou à cause de la dissolution en juillet dernier, et il ne s'est pas, et il ne s'est pas représenté. Voilà. Donc c'est quand même rare d'avoir des gens qui ont cette double compétence. D'autant qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas des masses de compétences médicales, scientifiques. Hein. Donc, et ça, il pourra nous en parler. Et donc, c'est lui quand même qui était un peu le leader sur le plan des idées pour les problèmes de fin de vie, les problèmes d'évolution de la loi de bioéthique, au moment de la pandémie Covid, etc. Hein. Donc, il a été au cœur de tout ça, donc il a des expériences intéressantes à nous donner, et particulièrement éclairées. Voilà, donc, Philippe Berta s'imposait, et un petit mot quand même sur son truc. Il est effectivement docteur en sciences à la fois, chercheur surtout en génétique du développement. Il a co-découvert un gène, le gène SRY. On ne va pas en parler, mais si vous avez des questions, on pourrait les poser peut-être plutôt après. Il a été président de l'université de Nîmes, et il a également il a créé l'école de l'ADN à Nîmes, qui préside toujours. Il l'a créé en 1998 et ça continue. Hein, c'est Sciences 4K qui la dirige. Et il a bien sûr dirigé des cursus universitaires. Il a créé un master en biotine. Et il a été cofondateur du pôle santé Eurobiomed de tout le sud de la France maintenant. Avec lui? Oui, on a été cofondateur de ce pôle il y a 20 ans maintenant. 20 ans. Il y a 20 ans. Et c'est le grand pôle qui était au début Languedoc-Roussillon et PACA, et qui s'est étendu à ex-Midi-Pyrénées, à Toulouse. Donc c'est vraiment un très gros truc, c'est une grosse machine qui a pour but d'aider la fluidité, je dirais, entre les chercheurs, et surtout les entreprises start-up, entreprises établies, les financeurs, etc., pour que les choses avancent en termes d'innovation au bénéfice des patients, c'est-à-dire de progrès. L'innovation n'est pas toujours progrès, le but c'est le progrès. Donc c'est très compliqué, l'Eurobiomed, c'est pas le sujet, hein, donc on n'en parlera pas, mais c'est pour dire qu'il est toujours présent, Philippe. Moi j'ai quitté il y a déjà quelques années parce que je trouvais que ça commençait à aller, c'est beaucoup de boulot et des réunions à Marseille, et voilà. Donc vous voyez un peu tout ce qu'il a comme vision de ce qui se passe au niveau des choses qui nous intéressent, et surtout l'étendue des compétences et des expériences. Qu'est-ce que je vais dire d'autre sur toi? Peut-être que tu l'as compris. Alors on se tutoie, hein. Ça fait 20 ans qu'on se tutoie, hein. Je serais incapable de tout, vous voyez. Alors, je vais donc maintenant te passer la parole pour te demander 2 choses. D'abord, est-ce que tu as des choses à compléter sur ton cursus, qui est très important pour éclairer la discussion quand même, hein, qui est Philippe, qui va parler, à quel titre il parle, quelle est la légitimité, vous avez vu qu'elle était très forte, et ensuite, quelle idée t'est venue de faire de la politique? Alors déjà, moi je vous dis merci pour cette invitation, président, merci beaucoup, Gilles. Content de retrouver certains d'entre vous que je n'avais pas vu depuis quelques années, ce qui, je ne dis pas franchement. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on attend de moi, mais c'est pour ça que ça me plaît. Je ne serai certainement pas apte à répondre à toutes vos questions. Je vais d'emblée une parenthèse, c'est que je ne parlerai pas de la loi de fin de vie, parce que d'abord elle est en plein débat. Moi j'ai des positions, j'ai eu à peine le temps de l'aborder avant la dissolution, et effectivement j'ai écouté encore ce matin Olivier Falorni, qui était mon voisin de bord à l'Assemblée, et je lui fais toute confiance pour m'aider à bien. Également modem. Oui, un ancien socialiste, un ancien maire de La Rochelle, etc. Il est modem. Bon, je vais m'asseoir. La politique. Moi, je suis devenu intéressé par la politique un petit peu de façon étrange. On est tous un peu intéressés par la politique, parce que c'est quand même la vie de la cité, donc c'est quelque chose d'important. Mais c'est certainement suite à beaucoup de désillusions et de déceptions sur ce que je pensais dans le début des années 90 être des projets intéressants et importants, en particulier localement. Alors si vous ne savez pas, la vie, enfin c'est surtout les femmes d'ailleurs, plus que la vie, font que j'habite Nîmes, qui n'est pas forcément une ville qui me correspond parfaitement, on va dire ça comme ça, même si en fait j'ai fait des études supérieures à Montpellier, et j'ai œuvré dans le champ scientifique jusqu'en 2007,
dans cette bonne ville avec quelqu'un que certains d'entre vous ont certainement connu, mais j'en suis même sûr, qui était mon maître, qui est Jacques de Maille. Voilà, j'étais un petit peu le bras droit de Jacques de Maille. Et je me suis aperçu qu'à un moment donné, ben, la décision publique, que je ne comprenais pas sur des propositions ou des projets pour lesquels je m'étais engagé de création, déjà à l'époque, de centre de génétique, pour les créations d'un grand pôle culture scientifique, ben, peut-être qu'il fallait essayer d'être de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire être en position de décision. Donc c'est un peu ça qui m'a poussé à la politique. C'est donc plutôt finalement des problématiques locales que des problématiques nationales. Après j'ai eu, bon, les choses se sont faites souvent par défaut. Il s'est fait que, en fait, on m'a mis le pied à l'étrier en 2004 en me faisant rencontrer quelqu'un que vous avez tous certainement connu, qui est Jean-Marie Cavada. Et Jean-Marie voulait pas monter à cette époque-là une liste européenne, donc j'ai des convictions européennes plus que très ancrées, et il m'a fait la proposition de tête de liste aux européennes pour la région Languedoc-Roussillon. Ce qui, de par le mode de scrutin de l'époque, me mettait totalement à l'abri d'être élu député. Enfin, je pensais d'ailleurs. Donc j'avais dit oui parce que c'était un challenge intellectuel, un monde que je ne connaissais pas. Bon, pour rien trahir, bien sûr, tout ça s'est fait avec l'enceinte de François Bayrou, puisque j'étais dans cette sphère-là. Et nous avons vécu une campagne électorale très heureuse, où nous étions donnés à 5% et on a fini à 14,5%. Et donc on devait éventuellement faire élire Jean-Marie Cavada en tant que tête de liste Aquitaine. Et non seulement on a fait élire Jean-Marie Cavada, mais on a fait élire aussi la numéro 2 pour tête de liste à l'époque Midi-Pyrénées. Et moi, à 1% près, j'ai échappé au pire, parce que c'était pas du tout mon programme de vie, ni de... Voilà, donc je suis rentré comme ça, et grosso modo, on m'a foutu la paix, par la suite, jusqu'à ce qu'on me demande de créer, je ne vais pas raconter tout ça, le mouvement démocrate dans mon département, machin, et puis j'ai eu beaucoup d'assistance, on va dire il faudrait qu'à un moment donné, quand même, et ça c'est quand même le thème qui nous intéresse ce matin, qu'il y ait un petit peu de scientifique au niveau de l'exécutif et bien sûr au niveau des chambres parlementaires. Et je peux attester que c'est pas le cas du tout. Chercher le scientifique, vous ne retrouverez pas. Hein. Comme me disait Jean-François Delfrécy, j'ai passé 2 ans en prison du conseil scientifique à l'Élysée, je n'ai jamais vu un scientifique. J'ai vu des gens certainement très brillants, dont on ne va pas discuter ici, de la diplomation, mais jamais de scientifique. Donc, j'ai accepté ce challenge d'être un peu le scientifique. Je me suis retrouvé nous étions 2 scientifiques, l'un qui, bien sûr, sans commune mesure avec la modeste personne que vous connaissez tous, qui est Villani, mais qui lui est tombé, mais alors vraiment tout de suite dans la politique, quoi. C'est-à-dire, alors que vraiment, je ne comprenais plus du tout. On a eu quelques discussions. Après, il est parti dans un délire. Je veux la mairie de Paris. Enfin, bref, bon, il n'a rien eu de tout ça. Ça s'est plutôt mal terminé. Bon, enfin, il vit très heureux. Puis il a repris ses fonctions et son institut. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai essayé donc d'être un scientifique en politique, mais essayer surtout de ne pas tomber dans le jeu politique. Et ça, c'est challenging. Et essayer de rester, comme j'ai toujours dit, et je crois que je ne peux pas être démenti, dans ma ligne de nage. Ma ligne de nage, c'était la science, en particulier la science en santé, et au-delà, et donc essayer d'intervenir, tant que c'était possible, là où c'était possible, pour défendre effectivement la recherche, et j'allais dire bien sûr la recherche et le développement dans ce pays. Ça m'a valu, on va en parler certainement, de superbes expériences, parce qu'il y a eu un moment clé, c'est que finalement, moi j'ai fait 7 ans de parlementarisme, les 5 premières années, on a tout pris dans la tête, souvenez-vous, parce que les gens ont déjà oublié, c'était la Covid. Donc y a-t-il un biologiste dans la salle? Bah oui, il y en avait qu'un, donc forcément, ça m'a tout de suite donné quelques responsabilités. Et ça n'a pas été simple tout le temps, parce que quand vous défendez la vaccination dans ce pays, ça reste encore souvent compliqué. Il vous faut une camionnette de gendarmerie dans votre portail, ce qui n'était pas prévu dans mon programme. Et puis ça a été aussi une occasion, puisqu'on échangeait par texto encore hier soir, de tomber sur une ministre à l'époque, dont j'avais été au jury d'HDR, c'est quand même une truc de fou. Donc, qui est Frédéric Vidal, pour ne pas le nommer, qui était une généticienne moléculaire comme moi, et on se connaissait effectivement par nos parcours scientifiques respectifs. Et comme elle avait la volonté d'essayer de tenter quelques trucs,
qui était la loi de programmation pour la recherche, dont on parlera peut-être, et puis qu'on se retrouvait en plein débat, lancement de débat de bioéthique. Du coup, elle m'a fait bosser. Voilà, elle m'a fait bosser, donc on a fait ce qu'on a pu. Donc voilà, moi la politique, n'attendez pas de ma part de parler de droite et de gauche. De toute façon, moi je simplifie la politique en deux items différents, c'est démocrate ou pas démocrate. Je pense qu'on en est juste là, et qu'il faudrait peut-être arrêter de continuer notre jeu politique à l'ancienne, qui à mon avis date un petit peu et ne correspond plus du tout aux enjeux. Et quand nous, en tant que scientifiques, quand on voit ce qui se passe aux US, si besoin était, on l'a bien compris. Merci, donc merci Philippe pour ce petit rappel de ton parcours. Avant d'aller dans des expériences précises, parce que je pense que c'est ce qui va intéresser un peu tout le monde, des expériences vécues sur des sujets, des thèmes de médecine et de sciences importants, est-ce que tu peux nous rappeler quand même un peu comment ça fonctionne à l'Assemblée? C'est-à-dire, j'ai noté, je regarde mes notes, bon, il y a des groupes parlementaires, il y a des commissions d'enquête, il y a, on auditionne des personnalités. D'ailleurs, tu as eu une audition assez remarquée avec Didier Raoult à l'époque. Il y a l'OPEXT, qui est quand même un office qui a pour but d'orienter la recherche technologique et scientifique. Il y a les interactions avec le Sénat, qui eux-mêmes ont des commissions, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire, mais de façon très simple, hein, juste nous mettre en place les principaux acteurs et les principales interactions? Comme c'est déjà l'histoire ancienne, j'ai peur d'oublier plein de choses, mais je vais essayer d'être simple. Quand on arrive donc néo-député, généralement c'est au mois de juillet, c'est toujours une chaleur un peu compliquée, on débarque à l'Assemblée et donc on vient d'être élu, on se retrouve avec une place numérotée au sein de l'hémicycle, et déjà on va se voir questionner sur à quel groupe politique souhaitez-vous être attaché. Donc déjà c'est un premier choix à faire. Ensuite, il y a des négociations et des tractations dans lesquelles moi je n'ai jamais participé, parce que j'étais vraiment un député, et volontairement vraiment un député lambda, qui effectivement va prendre pour un groupe politique donné sa répartition, la répartition des députés de ce groupe dans 8 commissions. Déjà pour moi ça a été une difficulté parce qu'il y avait 3 commissions qui m'intéressaient, parce que j'essaye de vivre une vie un peu transversale, qui était la commission des affaires sociales, puisque c'est elle qui s'intéresse au budget de la santé et donc par contre-coup en particulier au budget du médicament, qui est quelque chose qui m'a, le fameux ONDAM, qui m'a toujours un petit peu intéressé, et la commission développement économique, parce qu'on s'est rencontré dans ce contexte-là, c'est vrai que le développement économique dans le domaine de la santé est quelque chose qui m'intéressait, et je me suis vite aperçu que si je n'allais pas à la commission culture, éducation, enseignement supérieur, recherche et sport, c'était pas trop pour le sport tout de même, même si j'étais arrivé très intéressant puisque c'était la préparation des Jeux Olympiques. Je pense avoir participé à beaucoup plus d'auditions sur le sport que pour la recherche, ça c'est sûr. Et bien si je n'y allais pas, il n'y avait pas de scientifiques dans cette commission. Ce qui est quand même un petit peu gênant, et d'ailleurs aujourd'hui il n'y en a plus. C'est quand même un petit peu gênant parce que c'est ce travail de commission, donc il y a 8 commissions, donc moi j'ai choisi celle-ci pendant un mandat et plus que j'ai effectué. Dans cette commission, bien sûr, on va suivre l'évolution, on est censé suivre l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche en particulier, et même avoir un rôle important, puisqu'on doit élire vous conformer des nominations présidentielles au Conseil des ministres sur qui, certains d'entre vous connaissent bien, comme président du CNRS, qui comme président de l'INSERM, qui comme président de l'HCRS, et je pourrais même vous raconter quelques anecdotes à ce sujet-là. Donc laisser cette commission sans aucun scientifique me paraissait quand même un petit peu... Voilà. Donc ça, c'est le premier choix à faire. Après, ce choix, on peut le faire, mais peut-être ne pas l'obtenir, parce qu'en fonction des négociations qu'il y a eu entre les groupes politiques, peut-être qu'on va vous dire, ah ben non, on a déjà mis un tel... Mon groupe politique, nous étions, je crois de mémoire, 5 députés modem dans cette commission. Ça, c'est le premier choix. Alors ensuite, il y a d'autres structures, je vais certainement en oublier. Il y a ensuite la création, effectivement, on va définir ça comme des groupes de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, traditionnellement, il y a plusieurs dizaines de groupes de travail qui existent à l'Assemblée, dans lesquels, donc,
on peut demander à être inscrit. Là encore, je suis toujours à des négociations pour qu'il y ait une équirépartition entre les différents groupes politiques. Alors c'est assez cocasse parce que ces groupes, en fait, la majorité des députés, moi je vais être assez cash et pas très optimiste sur le fonctionnement de nos institutions, hein, je veux être très clair. La majorité des députés font tout pour être à peu près dans tous les groupes. Parce que dans leur petite tête, ça fait une ligne de plus sur une carte de visite et ils se disent, puisque c'est leur principal objectif et quasi unique objectif, plus je touche de domaines différents, plus je touche potentiellement des électeurs différents. Et donc, plus je pourrai valoriser ça sur mon territoire quand je rentrerai le jeudi dans ma circonscription. Moi, j'ai cherché les groupes qui m'intéressaient. Le premier d'entre eux m'intéressait fortement. Et je dis ça avec un peu de malice. Hein. C'était, il n'existe plus depuis, c'était un groupe de travail sur la truffe. Ben oui, parce que j'étais député d'Uzès. Et pour qui connaît Uzès, j'avais une vraie responsabilité. Et en plus, étant particulièrement copain avec le président européen de la truffe, mon copain Michel Tournel, ça m'a responsabilisé. Puis ils m'ont mis une gentille pression pour essayer de faire évoluer la législation autour de la truffe. Bon, j'ai participé aussi à un groupe d'études sur les parcs nationaux et parcs régionaux, parce que vous ne savez pas, mais la région d'Uzès se bat depuis des décennies pour obtenir un parc naturel régional, un PNR. Et puis, pour revenir cette fois-ci, comme je dirais, à mon core business, j'ai regardé un petit peu ce qui pourrait ressembler à de la science dans ces groupes de travail. Et je pense, au fin connaisseur qui est à mes côtés, à qui je dois beaucoup dans cette réflexion, je suis aperçu qu'il y avait un groupe maladie orpheline. Donc j'ai essayé de comprendre ce que les gens avaient fait dans le passé autour de ce groupe d'études, pour m'apercevoir qu'il n'y avait d'abord strictement pratiquement rien fait, si ce n'est un colloque terminal pour valoriser ça vis-à-vis de la presse. Et puis que même l'intitulé maladie orpheline ne peut plus convenir en ce siècle, puisque Gilles a été moteur pour cela. On a regroupé tout ce qui était maladie génétique, maladie orpheline, sous le label maladie rare, et qu'aujourd'hui s'est imposé cet intitulé, pour lequel je me suis battu pendant les 7 ans pour le faire comprendre dans les hautes sphères, et ça n'a pas été simple, et c'est pas encore complètement acquis. Donc j'ai, après 6 mois de négociations, obtenu la disparition du groupe d'études maladies orphelines pour la création d'études maladies rares, où j'ai vu effectivement une trentaine de députés s'inscrire, et de mémoire, j'y ai travaillé tout seul pendant mes 7 ans de mandat. Voilà. Je vais peut-être entraîner un jour un député pour aller visiter Imagine à Necker, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai réussi à faire, mais en tout cas ça m'a donné une étiquette, et puis ça m'a permis de faire tout ce que je pouvais pour sortir cette cause. Ensuite, vous avez aussi les groupes d'amitié. Ça aussi, c'est très... surtout quand qui pour aller au groupe d'amitié franco-palestinien, qui pour aller au groupe d'amitié franco-israélien, enfin tout ça, c'est des enjeux. Donc moi, j'ai choisi une position de neutralité, je suis allé au groupe d'amitié franco-suisse. Non, mais j'avais une motivation. C'est que nous étions que 2 députés, je crois, à avoir une double nationalité. Il se fait que j'avais un grand-père suisse et j'ai le droit à un passeport suisse. Le deuxième, vous le connaissez aujourd'hui, puisque c'est notre actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui, comme moi, bénéficie de cette... Ça m'a permis de travailler pendant 2 ans, essentiellement sur les 2 dernières années. En plus, c'est pas inutile aujourd'hui. Je sais le travail que j'ai eu à effectuer pour essayer de sauver les pôles de compétitivité, puisque mon président du groupe d'amitié, c'était Marc Ferracci, qui est l'actuel ministre de l'Industrie. Voilà un petit peu déjà comment ça se répartit, et tu as cité effectivement l'OPEXT. Il y a des fraternités aussi. Des fraternités maçonniques. Oula, ça, moi... Non, Joker. Non, moi j'ai... Parmi les députés, ça existe. Oh non, alors si après, si tu veux parler d'obédience, alors moi comme j'appartiens à rien... Oublie. Je suis d'un libertaire complet et tout, mais on pourra en parler parce que... Non mais ça existe, mais... Oui, mais je préférais qu'on en parle dans le cadre de la loi de bioéthique parce que j'aurais beaucoup de choses à raconter dans Ah d'accord. Okay. Donc ensuite, l'OPEXT effectivement est intéressant. C'est le seul endroit où on peut parler un peu de science, et de technologie et d'industrie. Je n'ai pas rejoint l'OPEXT pendant mon premier mandat de 5 ans parce que j'avais pas de temps. J'avais pas de temps parce que la ministre, comme je l'expliquais de l'époque, m'a mis à toutes les sauces et que j'avais trop de boulot. Par contre, les 2 dernières années, c'est-à-dire de 2022 à 2024, j'ai rejoint l'OPEXT, et qui est un espace donc moitié sénateur,
moitié donc député, qui permet quand même d'avoir un certain niveau de réflexion scientifique. Moi, j'ai eu la chance de travailler, par exemple, avec Madame Darcos, notre ancien ministre de l'Éducation, avec Laure, qui est une femme merveilleuse, et on a fait une belle étude, je crois, enfin, ponctuelle, on a fait une belle étude sur les immunothérapies en cancer. Ça a permis, toutes ces commissions ont quand même l'intérêt de permettre d'auditionner des gens. Et s'ils ne viennent pas, en plus, ça leur coûte cher, donc ils viennent. Vous pouvez rappeler ce que c'est que l'OPEXT? Alors l'OPEXT, c'est l'Office parlementaire des études des choix scientifiques et technologiques. C'est d'ailleurs cocasse, puisque dans 15 jours, l'OPEXT m'auditionne. Certains sont auditionnés pour autre chose, moi ça sera juste parce que j'étais un des rapporteurs de la loi de bioéthique et qui se mettent déjà en branle pour essayer de réfléchir à la prochaine. Je n'en ai pas caché, de par mon expérience de 3 ans de loi de bioéthique, je suis toujours déconseillé d'essayer de repousser ça le plus loin possible, mais parce que ça me paraît compliqué. Donc voilà un petit peu les structures. Bon, ensuite, à tout moment, peuvent se mettre en place, et en ce moment ils en sont manifestement très friands pour ce qui n'est pas étonnant vu la situation politique, des commissions d'enquête. Donc ces commissions d'enquête, moi j'ai participé, de mémoire, au moins à 2 d'entre elles. L'une qui s'intitulait le pourquoi de la désindustrialisation, le comment de la réindustrialisation, beaucoup d'ambition, hein. Mais comme il y avait derrière, en particulier dans le domaine du médicament, c'est pour ça qu'on m'attendait d'y aller. Et puis j'ai effectivement participé à une commission d'enquête qui avait été voulue à l'époque par M. Ciotti sur la gestion de la crise Covid par le gouvernement. Donc, vous voyez à peu près où il voulait en venir, hein, et c'est comme ça qu'effectivement j'ai eu mon heure de gloire, puisque j'étais le seul parlementaire à poser des questions un peu franc-collier. Ça a été un peu raide. Hein. Ça a été un peu raide, et ça m'a valu à peu près 250 menaces de mort, et une interdiction de séjour à Marseille. Enfin bon, ça n'a pas duré, ça va mieux aujourd'hui, mais c'était quand même la réalité, tout ça parce que j'avais osé lui demander si, pour ceux qui connaissent, faire un essai clinique avec 80 patients dont on en perdait la moitié le long de la publication pour finir à 40, c'était quelque chose de sérieux. Mais bon, c'était juste une question basique. Voilà à peu près de mémoire les structures auxquelles on est censé appartenir. Après, vous pouvez être appelé comme député ensuite à siéger. Alors généralement, on ne dit pas non, et puis généralement, on n'y va pas. Parce qu'on n'a pas le temps, à siéger au conseil d'un certain nombre de structures. Je me suis retrouvé très peu de temps au conseil de l'agence de biomédecine, je me suis retrouvé au conseil de l'HCRS, je me suis retrouvé au conseil, alors ça c'est encore plus fort, du Centre national de la culture scientifique. C'est là où j'ai pu effectivement m'apercevoir que en fait ce conseil ne s'était pas réuni depuis 2017, parce que pour des arguties juridiques, ils en avaient viré la présidente, et donc ils n'avaient jamais trouvé utile de remettre en place un conseil national de la culture scientifique. Tout ça va dans mon leitmotiv de la vision de la science et de l'intérêt de la science auquel on portait dans ce pays, quoi, qui reste quand même un vrai problème. Ensuite, en gré des textes, on peut vous opposer d'être rapporteur ou co-rapporteur de textes, qui sont des textes qu'on appelle des projets de loi. Les projets de loi, ce sont des projets déposés par le gouvernement. À ne pas confondre avec des propositions de loi, ce qu'on appelle dans le jargon des PPL, qui sont des propositions de loi qui sont portées par des députés. Et qui, pour pouvoir être portées par les députés, doivent être aussi adoubées par leur groupe et puis trouver une fenêtre parlementaire pour que ces textes puissent être discutés. Donc j'ai été, pour le moment oublié, rapporteur d'un certain nombre de lois, donc la loi de bioéthique pour les aspects recherche, la loi de programmation pour la recherche. J'en oublie, j'ai aussi réussi à faire voter quelques petits textes, discrètement, un texte sur la prestation compensatoire au handicap. J'avais réussi à obtenir le soutien, même si ça allait coûter cher à l'État, puisque c'était supprimer les barrières d'âge. Si vous le saviez, mais avant mon texte, qu'on appelle la loi Bertha, à plus de 70 ans, vous n'avez plus le droit à la prestation compensatoire au handicap, ce qui était un peu dommage, parce que c'est quand même souvent à partir de 70 ans que le handicap commence. Et donc, ça a été un combat pour obtenir ça. Après, c'était un petit texte de loi que tu comprendras, qui était sur la simplification du fonctionnement des comités de protection de la personne, les CPP, qui sont les voies d'entrée des essais cliniques. Bref, donc, soit rapporteur pour des textes, effectivement, portés par le gouvernement, soit essayer de porter ces petits textes, mais qui sont des textes ponctuels. Mais le problème, c'est que ça génère une inflation de textes absolument hallucinant.
et qui souvent d'ailleurs sont des textes qui soit ne trouveront pas l'équivalent ou un sénateur qui portera ça du côté du Sénat, donc qui feront flop, soit qui pourraient trouver à un moment donné éventuellement un porteur du côté sénateur, mais après il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, où des fois, et souvent, on n'arrive pas à un accord sur le texte final, et donc ça fait flop. Soit qui arrivera effectivement à être créé, à être voté, pardon, et puis derrière, donc on attendra les textes d'application pendant quelques mois, voire quelques années, soit qui en fait s'avéreront inapplicables. Tout ceci m'énervait tellement que j'avais proposé, je n'ai pas proposé, mais d'abord fort interrogé, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une mandature pendant 5 ans, avec interdiction de tout texte de loi, avec seul travail, l'évaluation des textes en cours, et éventuellement un grand effort de nettoyage qui pourrait simplifier le fonctionnement de notre pays. Voilà, je t'ai à peu près décrit. Alors après, la fonction de député, on la vit comme on a envie de la vivre. Moi, j'ai la chance, avec d'autres, de venir d'un champ thématique particulier, d'un champ professionnel. Donc moi, je ne voulais m'activer que dans ce champ professionnel. Donc après, ça te donne la participation, je ne sais pas combien de dizaines de tables rondes, de colloques, de congrès. Enfin, tu te retrouves toujours au lendemain un peu invité partout. C'est pas inintéressant, ça fait du lien. Et il y a donc des députés qui se sont vraiment inscrits. Je pense à Touraine, qu'on connaît, qui était député de Lyon pendant des années. Bon, lui, effectivement, son texte, il ne l'aura pas vraiment vécu. C'était la bioéthique d'un côté et la fin de vie. Falorni, Olivier, ne travaille pour ce texte sur la fin de vie que depuis toujours. Voilà. Il y a des gens, donc des parlementaires qui ont comme ça leur petite niche et pour lesquels, effectivement, ils vont se battre. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que le fonctionnement de l'Assemblée est très compliqué parce que surtout sur ce que j'ai eu à vivre, et je pense encore pire aujourd'hui, je pense que vraiment beaucoup de parlementaires sont catastrophiquement nuls, mais vraiment nuls. C'est vraiment c'est des gens que je ne côtoierai jamais dans la vie. C'est enregistré. Oui, mais je m'en fous. Mais franchement, c'est des gens. Je me dis, mais comment on a pu voter pour ces gens-là? Il y a un moment donné, c'est pas une question de couleur, mais comment on a pu voter pour ces gens-là? Et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au débat public, si ce n'est effectivement plus que de la contradiction, du blocage institutionnel, c'est des milliers d'amendements. Chaque texte actuellement se retrouve même sur un petit texte avec des centaines, des milliers d'amendements. Vous passez des centaines d'heures dans un hémicycle, généralement dépeuplé parce que c'est tellement fatigant. Voilà. Bon, bref, on peut réussir à faire des choses intéressantes, c'est pas facile. J'ai tenté, j'ai eu quelques tout petits succès, on en parlera peut-être, mais honnêtement, c'est quand même un outil à broyer, à perdre beaucoup de temps. Alors certains le comprennent rapidement, donc du coup, vous les voyez plus à Paris, parce qu'ils sont sur leur circonscription à chasser les lecteurs pratiquement non-stop. Ils ne viennent que quand il y a obligation, c'est-à-dire, c'est facile à comprendre, hein, l'obligation de mémoire, c'est le mercredi matin. Ça, c'est les commissions, et là on signe. Et quand vous êtes absent 3 fois, ben, vous perdez la moitié de vos émoluments le mois suivant, donc généralement ils sont là pour signer, mais souvent viennent, ils signent, et puis ils sont repartis dans les 5 minutes qui suivent. Ça, c'était d'autres choses. Voilà un petit peu... c'est bien, c'est les coulisses surtout qui nous intéressent, c'est des choses dont on entend un peu parler dans la presse, mais pas tellement. Alors, pour terminer sur le fonctionnement de l'Assemblée, avant d'attaquer des sujets plus spécifiques, et d'ailleurs, si vous voulez bien, réfléchissez à vos questions, parce que juste une fois que j'ai posé mes 2 questions, après vous pourrez poser quelques questions, hein, donc préparez-y bien. J'ai 2 questions. La première, on parle beaucoup des collaborateurs parlementaires, il y en a peut-être différentes sortes, comment ça fonctionne, quelle est l'utilité, est-ce qu'ils ont un pouvoir quelconque? Et ma deuxième question, c'est, il y a des groupes de pression. On voit bien par exemple avec cette histoire de loi sur la fin de vie, il y a eu les cultes ont été écoutés, ils ont donné leur avis, ils ont une grosse influence. Donc ce sont des groupes de pression pour que la loi aille plutôt dans un sens plutôt que dans l'autre. Il y a également les lobbying, il y a les relations avec la presse aussi, hein, qui a son rôle, il y a les relations avec l'exécutif. Voilà. Donc deuxième question, un peu les influences qu'il peut y avoir, comment ça fonctionne et comment on peut gérer ça. Bon, je vais commencer par les collaborateurs. Donc, quand vous êtes parlementaire, vous avez 3 enveloppes. Une qui est votre salaire, là aussi qui fait fantasmer tous les gens, mais franchement, je pense que beaucoup d'entre nous ont perdu
perdu en termes de salaire en devenant député. Donc on est le pays, ça ne se dit pas parce qu'on n'est pas dans cette rhétorique-là, mais le pays où les parlementaires sont les moins bien payés en Europe. Donc ça, il faut le savoir. Après, vous avez une deuxième enveloppe qui est effectivement l'enveloppe de vos frais engendrés par le mandat. Et je peux vous assurer que le contrôle est rigoureux et très sérieux, quoi qu'on en dise. Le déontologue de l'Assemblée, moi sur mon premier mandat, il a fallu que je rende 40 euros. Je m'étais planté sur 5 ans. En 5 ans, il y a 40 euros. J'ai trouvé que la justification n'était pas suffisante. Donc j'ai rendu mes 40 euros. Je n'ai pas voulu assister. Bref. Et vous avez une enveloppe, effectivement, pour payer, entre guillemets, du personnel, des fameux collaborateurs parlementaires. Moi, je n'ai jamais eu que 2 collaborateurs parlementaires parce que j'avais exclu dans leur travail le travail principal du collaborateur, en particulier en circonscription, qui est de travailler l'image de son député. Et ça, on pourrait en dire un mot aussi sur les bienfaits, enfin, je vous dis ça bien sûr de façon ironique, des réseaux sociaux et sur la vie politique, qui a changé aussi complètement la donne, là aussi. Donc le collaborateur parlementaire, moi j'en avais 2, donc je vais citer mon exemple. Certains en ont 3 ou 4. C'est tout à fait fonction de ce que vous voulez en faire, à quoi vous les utilisez, et puis aussi comment vous les payez. Parce que l'enveloppe, elle est figée. Donc moi je préfère en avoir 2 bien payés et heureux dans la vie, et que 4 mal payés, dont certains se sont fait des spécialistes, dont certains d'ailleurs qui sont payés même pas au SMIC, pour justement rédiger les fameux amendements là, au kilomètre. Donc parlementaire en circonscription, il a comme mission d'abord de représenter son député quand le député n'est pas là, et a priori si le député fait son boulot, il est quand même beaucoup pas là. Donc le représenter dans des associations, dans des sollicitations, on fait partie forcément d'un certain nombre de conseils locaux, aller voir les maires quand ils ont un moment de blues et qu'ils ont des demandes à faire, surtout être capable de ne pas tomber dans le jeu de répondre à tout et à rien, parce qu'il faut savoir que le rôle du parlementaire en circonscription est excessivement limité. Et c'est vrai que les citoyens confondent tous les mandats. Vous vous retrouvez à des demandes de goudron dans la rue machin, de la commune machin, vous n'avez strictement aucune capacité à répondre à ce type de demande. Donc il faut avoir un parlementaire un collaborateur qui soit discerné, tout en étant poli, hein, bien sûr, et dire non, non, ça c'est pas... Voilà, qui puisse vous représenter dans des réunions préfectorales. On est ici dans un monde associatif, il y a un fonds de dotation pour les associations. Bon, par exemple, généralement, moi j'y étais tout le temps. J'étais tout le temps parce que les préfets successifs, comme je n'étais pas La République En Marche, s'étaient dit finalement il est de l'opposition. Et donc ça leur permettait d'éviter d'avoir un député extrémiste en lieu et place pour le poste d'opposition. Donc le collaborateur effectivement local et qui, somme toute, peut avoir, c'était quelqu'un que je connaissais, qui avait surtout un problème de clôturer de nombre de semestres pour sa retraite, et qui, je savais que je pouvais lui donner toute confiance, et qui m'a pas fait un travail extraordinaire, mais qui en tout cas était d'une fidélité totale, parce que c'est pas facile vous avez beaucoup de collaborateurs qui très rapidement ont une ambition politique. J'en ai un, par exemple, que j'avais pris pendant les 6 premiers mois, qui se retrouvait dans une opposition politique. Au bout de 6 mois, elle est dans une liste municipale, donc ça a été compliqué. Donc il faut travailler en confiance, surtout quand vous êtes beaucoup à Paris comme je l'étais, il faut être sûr que le boulot se fasse, et puis que vous ne contrôlez pas beaucoup ce travail. Hein, les horaires, tout ça, vous ne pouvez pas les voir, et puis il y a tous les problèmes pratiques à gérer, la permanence, le machin, etc. Et puis vous avez le collaborateur, ou les collaborateurs à Paris, qui eux ont le rôle princeps, hein, c'est eux qui organisent votre vie. Je ne le cache pas, les TGV, les voyages, les machins, les interventions, tout l'agenda du député. Et ce sont eux aussi qui suivent la vie du groupe politique, parce que les collaborateurs d'un groupe donné ont aussi leur réunion propre avec le secrétaire général du groupe. Et puis c'est eux aussi qui font du lobby pour vous, pour essayer de pousser une proposition de loi que vous avez envie de pousser, et puis qui vous aident aussi au rédactionnel, de vos propositions de loi, au rédactionnel également de vos amendements, et qui font aussi le lien avec l'administration de l'Assemblée nationale. Voilà un petit peu le rôle de collaborateur, un travail très ingrat. Je trouvais là encore que beaucoup de députés, j'ai
essayer de ne pas en être, traiter leurs collaborateurs un peu comme des chiens. Et des gens très à leur service non-stop 24/24. Je trouvais ça très moyen. Cela dit, si on veut toucher un député pour l'inviter quelque part à quelque chose, le faire participer, on a intérêt à connaître ses collaborateurs. Oui. Hein, on l'appelle sur son 06 et au moins oui. ça passe. Oui, mais tout ça, bon, en plus c'est facile à trouver par le site de voilà. Sachez aussi que je ne l'ai pas dit, que tout ce qui se passe à l'Assemblée, sauf certaines commissions d'enquête, ou bien sûr quand ce sont des sujets de défense nationale, tout est filmé en permanence. Tout. Tout est retrouvable très aisément, si vous ne le saviez pas, sur le site de l'Assemblée. La moindre quelle commission, voilà, tout est filmé, tout est fait de façon publique. C'était quoi la deuxième partie de ta question? La deuxième, c'était, oui, tous les modes de pression qu'il peut y avoir, les groupes de pression. Là, je parlais des cultes pour la loi sur la fin de vie, parce qu'on en a parlé cette semaine, hein, de l'intervention des différentes religions, et puis les liens d'intérêt, les conflits d'intérêt, le rôle de la presse, l'exécutif. Mais assez court, hein, parce que c'est juste oui, pour, non, mais c'est fou, parce qu'il y a plein de mots comme ça en France qu'on ne trouve pas bien, qu'on ne prononce pas. Le lobby existe. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Ah, oui. C'est important qu'il y ait des lobbyistes qui fassent un bout de lobbying. Donc moi, effectivement, j'ai été ciblé par des lobbyistes qu'on connaît tous. Moi, j'ai eu, je ne sais pas combien de rendez-vous par semaine avec telle entreprise pharmaceutique, telle entreprise de biotechnologie, telle association de patients, telle... Voilà, c'est comme ça que je les ai, pas tous connus, mais connus pour un grand nombre, et qui viennent défendre leur cause en disant, bon, à un moment donné, il faut peut-être, pour trouver les moyens de payer de thérapie génique un enfant atteint de dystrophie spinale. Je trouve intéressant d'écouter, de voir des suggestions, changer comment les voies de remboursement des médicaments dans ce pays, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à ne pas payer les médicaments. D'autres, je représente l'association française, je prends des exemples concrets, des patients atteints de drépanocytose. Quand c'est qu'enfin la drépanocytose est prise au sérieux et n'est pas considérée, je vais être très très dur, comme une maladie qui ne concerne que les Noirs, et que donc finalement ça n'intéresse personne, alors qu'on est maintenant largement tous concernés, et qu'il serait peut-être temps, et ça y est, c'est fait depuis peu, parce qu'il a fallu, entre ce que j'ai pu faire voter 2021, il a fallu attendre le 1er novembre 2024, pour que maintenant toute la population française, le jour de sa naissance, ait effectivement ce test pour la drépanocytose. Donc c'est du lobby, c'est de la pression, mais à vous d'être capable de discerner ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens. Alors après, il y a des pressions plus obscures. Quand vous préparez une proposition de loi, vous avez effectivement la possibilité, via votre collaborateur, mais aussi grâce à l'ajout d'un administrateur de l'Assemblée, d'auditionner tous ces gens-là. On ne peut pas faire une loi de bioéthique ou une loi sur fin de vie sans auditionner, bien sûr, le monde religieux, etc. Donc vous les auditionnez. Ça, c'est une chose, et c'est normal qu'il en soit ainsi. Après, bon, il y a certains groupes de pression qui sont plus sournois, qui infiltrent à travers un certain nombre de parlementaires et qui en font leur porte-parole, mais sans que ça soit jamais vraiment clarifié. Alors que normalement, quand vous présentez un amendement et que votre amendement n'est pas le fruit de votre travail, mais est aussi le produit d'une action de lobbying de tel ou tel groupe, ça doit être mentionné sur l'amendement. Et là, la loi de bioéthique m'a fait comprendre qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient effectivement de façon plus sournoise. Bon, si vous poussez dans le retranchement, mais vous ne le ferez pas. Donc je pourrais vous citer l'exemple d'une fondation avec laquelle j'ai eu un mail à partir, et qui est une fondation scandaleuse depuis des années dans ce pays, mais qui a un nombre de relais, en tout cas tel que je l'ai vécu moi, du côté de l'Assemblée nationale, qui fait qu'elle a... Je crois savoir laquelle c'est. Tu peux donner le nom. Oh, c'est la Fondation Le Jeune. Voilà, c'est ce que je pensais. Fondation Le Jeune, qui dans sa folie d'extrémisme religieux, se rend même pas compte que par son action permanente, elle aboutit à tout ce qu'elle exècre, c'est-à-dire à une inflation du nombre d'avortements dans ce pays, parce que c'est bien ça à quoi leur action conduit alors qu'ils sont anti-IVG, et au malheur des femmes en particulier, puisque je pourrais vous raconter ce que j'ai tenté, je n'ai absolument pas obtenu, j'en veux beaucoup à Agnès Buzyn pour ça, sur un diagnostic préimplantatoire. Scandale. Oui. Ouais, un scandale avec deux essais cliniques, c'est tout ce que j'avais obtenu, et qui ont été interrompus par un jeu, comment dire, juridique pervers à travers le travail administratif de Montreuil. Oui. Raconter cette histoire vécue très particulière, pour moi elle est très révélatrice. Tu me l'as bien raconté comme ça. Ouais, je vais essayer, si on se
Il est connu, reconnu, publié scientifiquement depuis bien longtemps que lorsqu'on crée une fécondation, qu'elle soit in vivo, c'est-à-dire par les voies naturelles, ou in vitro, un embryon sur deux, allez, je simplifie, va être voué à l'échec. Ça se traduit par pas grand-chose dans la vraie vie. Par contre, c'est ennuyeux quand vous allez réinjecter cet embryon et que vous ne soyez pas assuré qu'il va amener à rien du tout. Parce que la PMA, d'abord, c'est un parcours pour la femme qui est un parcours long et douloureux, psychologiquement et physiquement, avec aussi des risques physiques. Quand on fait vous ponctionner, il faut traiter par voie hormonale des ovaires pour récupérer les ovules, c'est pas anodin, et on sait très bien qu'il y a des risques de tumorisation, etc. Donc c'est un parcours compliqué, donc moi je m'étais toujours dit, mais pourquoi on ne fait pas l'effort, alors qu'on sait le faire, on peut le faire, de vérifier le nombre de chromosomes, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est un nombre anormal de chromosomes lié à des premières divisions qui se passent relativement mal finalement. Pourquoi on ne regarde pas le nombre de chromosomes de ces embryons avant de les replacer in utero chez la femme? Ça me paraissait basique. Surtout pour la paire 21. Non, justement, non. Pas que. Non, pas pour la paire 21, justement. Bah oui, c'est bien pour ça que je me suis pris à fonder sur le jeune homme. Mais non, pas du tout. Pour la trisomie 21, de toute façon, la proposition aujourd'hui est faite à toutes les femmes par voie sanguine. Donc ça ne pose pas de problème. Et puis, je rappelle que tout ce dont on parle est fait de toute façon sous le registre du consentement. Une femme qui ne veut pas de diagnostic néonatal sur son nouveau-né, aujourd'hui on en fait 16 enfin on en fera 16 à partir du 1er septembre, elle peut très bien dire non. Votre test que vous proposez, non. C'est du consentement. Donc n'y accèdent que ceux qui veulent. Donc j'ai démontré avec un certain nombre de collègues PUPH en reproduction, avec force publication, que ce serait quand même intéressant dans le cas de PMA de ne réinjecter que les embryons qui ont une chance. Que ça évitait effectivement, surtout qu'on a un nombre d'essais limité, et qu'une fois que les essais ont été réalisés avec un succès, pour celles qui restent encore assez jeunes et qui ont les moyens, ça finit en Espagne ou en Belgique. Donc ça s'appelle du tourisme médical, qui n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle. Donc j'ai présenté ça dans le cadre de la loi de bioéthique, très naïvement, et j'ai tout vécu. J'ai vécu dans la presse ce député eugéniste. J'ai la fierté de dire que, du coup, le comité du Conseil national consultatif, voilà, le comité consultatif national d'éthique, le CCNE, a été obligé de rendre un avis. Et je connais suffisamment d'Elfrécy pour savoir à quoi ils pensaient quand ils ont rendu cet avis, pour redéfinir l'eugéniste. Pour expliquer qu'il fallait peut-être arrêter de parler d'eugénisme et de traiter certains députés d'eugénistes, c'était moi en l'occurrence, pour un an, parce que c'était pas du tout ce contexte-là, vous l'avez bien compris, mais c'est pas du tout mon objet. J'ai vu un député, pour ceux qui connaissent, se lever dans l'hémicycle, et il a d'ailleurs maintenant de grandes responsabilités, ce député-là, et expliquer à tous les autres députés que je racontais que des conneries, pour être un peu trivial, que les chromosomes se réparaient tout seuls, et sous les applaudissements. Donc à un moment donné, voilà, vous vivez un truc et vous comprenez pas. Vous comprenez pas pourquoi, effectivement, bon, la Fondation Le Jeune, vous avez tous les noms maintenant, je les ai tous, a effectivement main mise sur un certain nombre de députés et les actionne en permanence. Et comme ces députés n'ont aucune formation, aucune acculturation scientifique, ils sont mus par par des préceptes religieux, alors que la Fondation Le Jeune n'a qu'un seul objet, c'est que son core business, pour parler un petit peu industriel, son core business c'est la trisomie 21. Et que si effectivement il n'y a plus de trisomie 21, ils n'ont plus de raison d'exister. Donc ça les ennuierait. Donc ils font tout pour entraver tout ce qui est évolution en termes de diagnostic génétique dans ce pays. Sans regarder, sans rien, j'ai essayé d'avoir un moment d'échange avec leur présidente. Ça a failli se faire pour lui expliquer que c'était fou comme démarche. Parce que derrière, ce sont des parcours de femmes, derrière, ce sont des interruptions médicales de grossesse, derrière, c'est aussi une chute dramatique. Enfin, ça contribue, moi j'en mesure, mais ça contribue à la chute de fertilité dans ce pays. Et puis quand vous avez un président qui veut réarmer la reproduction, il faudra peut-être déjà aussi s'intéresser à ça. Voilà, donc ça, oui, il y a des lobbies qui sont des lobbies dangereux. Il y a des lobbies qui sont des lobbies totalement utiles et légitimes. Je ne sais pas si tout le monde je pense que tout le monde a bien suivi, mais en un mot, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on implante un embryon obtenu par fécondation in vitro, on n'a pas le droit de le regarder, notamment de faire son karyotype, pour voir s'il est correct, en bon état, avant de l'implanter.
Si, on a le droit de le regarder, mais on a justement le droit justement que de le regarder. C'est-à-dire que c'est vraiment le délit de faciès. S'il a une mauvaise gueule, bon, on va plutôt prendre, parce qu'on en a créé plusieurs, chaque fécondation, on prendra plutôt celui d'à côté. C'est un peu limité, et c'est dommage parce qu'on a aujourd'hui des technologies... Et on va quand même l'implanter, c'est ça? Qui permettent pour chaque embryon, sans toucher même à l'embryon, par les cellules qu'on récupérerait dans le milieu de culture, de faire ce travail-là. Et très sincèrement, ce travail-là est fait en Espagne, est fait dans d'autres pays. Et nous, en France, c'est non. Alors, il y a juste une exception, si les parents ont une tare génétique majeure, etc., on a le droit de regarder pour cette tare-là, uniquement. Oui. Et on peut très bien imaginer... On ne regarde pas s'il y a 3 chromosomes... Non, c'est absolument pas. Alors, j'ose imaginer quand même que nos collègues le font discrètement, sans le mentionner, mais ici, en le faisant, ils sont hors la loi. Mais effectivement, si c'est par exemple la mucoviscidose, ils ne vont regarder que s'il y a mutation ou pas de la mucoviscidose. Et de par les textes, ils n'ont pas le droit de regarder s'il y a une trisomie 15, une trisomie 21, etc. Donc on implante. Donc on implante. Alors qu'on pourrait éviter une grossesse, alors qu'on peut en faire d'autres. Enfin, pour beaucoup de... Alors il y a des gens pour lesquels c'est normal, c'est parce qu'ils sont militants, hein, dans des idéologies particulières, mais pour tout un chacun quand même qui essaye de raisonner de façon un peu humaine, etc., c'est assez incompréhensible. En tout cas, c'est la réalité. Le DPI, donc... bon, ben voilà, on va peut-être passer... Alors, si vous voulez bien, on peut passer à quelques questions. Qui veut lever la main? Je vais noter. Oh là là, il y en a beaucoup. Nous avons monsieur Christian Vialès. Alors, j'ai essayé de faire dans l'ordre, mais de toute façon, s'il n'y en a pas trop, ça ira. Si on en a 3, à mon avis, ça sera suffisant. Hein. Nous avons ensuite, je ne sais plus ton prénom. Catherine. Catherine. Oui. Au fond, nous avons Bernard. Ensuite, ça va faire Jean-Claude. On vous connaît plus, je ne vais pas voir ça. Ça fait beaucoup ça. On va voir qu'est-ce que... Et ensuite, nous avions... D'accord. Allez, voilà. Alors, si vous voulez déjà poser des questions très courtes, faites ton discours, parce que sinon... Oui, je ne sais pas que ça ne soit pas intéressant, mais c'est juste qu'il faut qu'on arrive à... Il y a beaucoup de choses à traiter, hein, donc il faut j'essaie de gérer le temps à peu près. Donc, soyez très court dans les questions, et faites pas vous-même, vous pouvez faire un commentaire, mais très court, pas une conférence. Hein. Voilà, donc nous commençons par Christian Vialès. Oui, merci d'abord pour ces informations très précieuses que vous nous donnez. Je reviendrai au début de votre intervention. Merci Gilles. Je reviendrai au début de votre intervention parce que ce que vous avez dit m'amène à poser la question de la définition que vous donnez de la science. Parce que vous avez dit que j'étais le seul scientifique. Ça m'étonne un peu parce que quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, il y a quand même une bonne trentaine de professeurs d'université, et j'imagine qu'ils sont quand même assez proches du domaine de la recherche. Il y a une trentaine également d'ingénieurs, et je pourrais trouver aussi dans les hauts fonctionnaires des gens qui ont une formation scientifique solide. Par exemple, l'un des fils de notre présidente sort de Polytechnique, il est haut fonctionnaire, c'est quelqu'un de génial en mathématiques, je pense qu'il est scientifique lui aussi. Donc, Merci Christian, donc réponse. Oui, non, j'étais totalement précis. Alors, par contre, j'en pense sur vos deux derniers mots, parce que c'est vraiment une difficulté à laquelle j'aurais été confronté tout le temps, et à travers toutes les discussions que j'aurais eues avec les X, au moins 4, je crois, de mémoire, ministres de l'éducation successifs. Quand je veux voir un ministre de l'éducation, et encore aujourd'hui, si j'allais voir Elisabeth Borne, qui est une scientifique, puisqu'elle a fait Polytechnique, si je lui parle de science, chaque fois j'ai eu la même réponse. Tu nous emmerdes, on fait déjà 2 heures de plus en mathématiques. Donc je suis désolé, moi il y a les mathématiques d'un côté, et il y a les sciences de l'autre. Et aujourd'hui les sciences ont disparu, malheureusement, en grande partie de la formation de notre jeunesse. Voilà, pour moi la science c'est la géologie, c'est la biologie, c'est l'environnement, c'est tout ça. Il n'y a pas de sciences sociales ni de sciences juridiques pour vous. Après, je mets un correctif. Moi, je parlais effectivement de mon champ scientifique, c'est-à-dire, j'aime pas ce terme, on était plus effectivement dans les sciences dures et les sciences biologiques au sens large. Les sciences biologiques au sens large, moi, j'ai eu un LFI ingénieur INRAE. C'est celui qui vient de faire voter un amendement qui n'est pas LFI maintenant, chez les Verts, pour la suppression de l'HCRS, ce qui est un petit peu
mis un peu le souk au niveau national. Bien sûr qu'il y a plein de professeurs d'université, mais moi je vous dis clairement les choses, il y a une surreprésentation du monde juridique à l'Assemblée nationale qui est quand même très compliquée. Moi c'est ça mon problème. Je n'ai rien contre les juristes. Il y a une surreprésentation du monde économique, oui, mais sur des formations business management. Il y a une surreprésentation médicale. Alors on peut discuter, est-ce que la médecine est une science ou pas? Moi j'observe quand même que nous sommes un pays dans lequel il y a des voies de formation médicale et des voies de formation scientifique. Et pour travailler depuis des années à essayer de faire des ponts entre les deux, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc moi c'était ce niveau de science auquel je faisais allusion. J'ai très bien travaillé avec un collègue. Il n'y a pas d'amis en politique, ça je m'en doutais, mais ça m'a été confirmé. Mais il y a quand même quelques liens. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé avec un ingénieur agronome, effectivement, parce que sa thématique, lui, sa ligne de nage, c'était les micros et les nanoplastiques. Et moi, ça m'intéressait parce que, comme je suis issu de la génétique de la reproduction, quand on me parle de l'effondrement de la fertilité, qui est, à mon avis, un péril dont on parle suffisamment pas, même ici, si vous avez Amama qui en parle tous les jours, mais je connais des études récentes sur les microplastiques, les nanoplastiques au niveau ovarien et surtout testiculaire. Je vous le dis aujourd'hui, il n'y a plus aucun chercheur et aucun enseignant du supérieur. Et je vais vous dire à quel point je ne suis plus député depuis début juin 2024. J'ai quelques collègues très régulièrement qui sont eux restés députés, qui font partie de cette commission, qui me demandent de leur préparer les questions parce qu'ils vont interviewer, je ne sais pas, Antoine Petit, CNRS, Didier Samuel, etc., et qui sont fort embarrassés. Donc c'est ça que je veux dire, c'est pas une absence, mais c'est une sous-représentation. Je rappelle quand même, je vais me placer au sommet de l'exécutif. Obama, quand il était président, tous les jeudis, de 14h à 16h, il recevait son président de conseil scientifique. Pour ceux qui sont biologistes comme moi, on connaît tous le nom, Francis Collins, ancien président du programme Génome Mondial, ancien président du NIH, tous les jeudis, hors visite, bien sûr, mission du président, 14h-16h, Francis Collins dans le bureau ovale. Avec une mission bien clarifiée, adossée sur un conseil scientifique pluridisciplinaire, bien sûr, c'est de dire au président, là il se passe quelque chose. Il y a une innovation de rupture, il faut une acculturation permanente du président des États-Unis. Je suis sûr que ça n'existe plus du tout par les temps qui courent, évidemment, mais voilà. En tout cas, ça existait. Moi, j'ai proposé ça. J'ai proposé, par la voie d'une entreprise pharmaceutique que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Vertex, dont je connais le VP recherche, et dont le meilleur ami est Francis Collins. Et quand je lui ai raconté l'absence de scientifiques à l'Élysée, mais qui est criante, moi je connais tous les conseillers, le conseiller recherche, on le connaît tous, puisqu'il est montpelliérain actuellement. Hein. Enfin, je pense que certains d'entre vous le connaissent, puisqu'il était directeur de l'UFR Sciences de l'Université Montpellier 2 à l'époque, n'est-ce pas, Dominique? Bref, j'ai proposé de faire rencontrer au président Macron Francis Collins, qui vienne expliquer l'importance et le rôle qu'il joue auprès de Donald. Intéresser personne. Donc après, dans un rapport parlementaire que j'ai fait, et c'est ça que j'aurais peut-être pu aussi expliquer, oui, je vais revenir sur comment j'ai abordé aussi mon rôle à l'Assemblée. Proposer à minima la création d'un conseil scientifique permanent. Il l'a fait. Il l'a fait il y a même pas un an. Je gage que cette structure, je ne sais pas si Dominique a des échos, mais elle n'a jamais dû se réunir. Voilà, donc il n'y a pas de... C'est pas forcément d'avoir des acteurs scientifiques, c'est d'avoir un intérêt pour la science. Et franchement, je n'ai pas trouvé d'intérêt pour la science partout où j'ai regardé pendant les 7 ans. Je reviens quand même à quelque chose, parce que dans ma fonction de parlementaire, moi, comme justement j'étais le seul scientifique, je me suis retrouvé, pendant les 7 ans, rapporteur du budget de l'enseignement supérieur et rapporteur du budget de la recherche. Il fallait bien le trouver, ils n'avaient pas d'autre choix. Donc c'était toujours moi. Bon. C'est un travail totalement stupide, hein. C'est-à-dire que vous recevez des tableaux de chiffres de Bercy, et puis quand vous êtes dans la majorité, vous allez dire le bien que vous pensez des tableaux de chiffres. Bon, moi j'arrivais quand même à glisser quelques bémols là-dessus, mais ça vous permet par contre de proposer, si vous en avez la volonté, si vous en avez la capacité, d'adosser à la défense du budget, en tant que rapporteur du budget que vous allez faire,
il y a une place dans le bouquin pour que vous fassiez un rapport sur un domaine de votre choix. Ça m'a permis de faire 2 rapports dont je suis extrêmement fier. C'est bien les 2 seules choses dont je suis le plus fier sur la sortie de cette vie parlementaire, plus quelques éléments de génétique. C'est un premier rapport sur l'état de la culture scientifique, technologique, industrielle, et j'avais rajouté sanitaire, parce qu'à la sortie du Covid, on a vu quand même la culture sanitaire de notre population. Donc je l'ai adossé, et j'ai pu donc comme ça le défendre, et avoir une ministre à l'époque, le ministre Retailleau, ministre de l'enseignement supérieur. Philippe, c'est super, on va s'y mettre et tout, et puis bien sûr, il ne s'est jamais rien passé. Et puis un autre rapport sur la gouvernance, le pilotage, l'évaluation et la valorisation de la recherche en santé. Qui a juste mis en exergue ce que je savais, ce que un certain nombre d'entre nous savions, c'est qu'il n'y a aucun pilotage dans le pays de la recherche en santé. On en parlait en off tout à l'heure, aucun pilotage, et qu'on a rendu la chose tellement complexe que plus personne n'y comprend rien, à tel point qu'au début de la Covid, quand la question s'est posée dans le conseil scientifique à l'Élysée qui fait de la recherche sur la Covid en France, il a fallu 1 mois pour trouver une réponse. Alors qu'on aurait pu espérer quand même que quelqu'un l'avait quelque part. Bon, avant de retrouver Bruno Canard, équipe CNRS, rue Joseph Eguiem, à Marseille, il a fallu du temps. Enfin bref, voilà, ça c'est un travail qui m'a passionné. Après, ça ne fait plaisir qu'à moi. Moi, ce sont mes étagères. C'est les étagères de l'Assemblée parmi des milliers et des milliers de rapports. En tout cas, à l'époque, j'étais très surpris parce que ce rapport a fasciné. J'ai eu un emballement très positif de tout le downstream, c'est-à-dire de toute la valorisation, le transfert, et surtout les industriels. Je me suis retrouvé invité par le G5 Santé partout, etc. J'ai compris que j'emmerdais beaucoup les académiques. Leur expliquer que c'est ce que c'est bien que et le CNRS, et l'INSERM, et l'INRA, et l'IRD, et l'Institut Pasteur, et l'Institut Curie, et, enfin bref, et l'IGR, etc. Que tout le monde fasse de la recherche, chacun de son côté, qui serait peut-être à un moment donné de penser un peu à transversalité. Et puis ça peut comprendre que la recherche en santé, oui c'est de la recherche, oui c'est de la santé, c'est aussi de l'industrie, c'est aussi du numérique, et c'est aussi des associations de passion. Enfin, ça, c'est autre chose. Avant de passer à la question de Catherine, bon, je pense que tu as bien répondu en mettant, en rectifiant, en complétant et en rectifiant. Hein. Oui, alors j'ai pas signalé, mais par la chatte, nous avons quelques personnalités éminentes. Comme tu as cité Dominique Deville de Perrière, qui s'est caché au fond, qui est l'ancienne présidente de l'université, donc personnalité très marquante du monde montpelliérain. Donc elle est là, vous pouvez discuter avec elle si vous voulez après pendant l'apéro. Oui, alors, je voulais aussi dire que, j'ai pas dit ça dans la présentation, mais Philippe a une particularité, c'est que tout en étant un académique et scientifique pur sucre, il est très ouvert à tout le monde industriel et il pense que pour que, notamment dans le domaine de la santé, que les choses arrivent aux patients, eh ben, il faut que les industriels et les chercheurs travaillent en même temps, la main dans la main. Et c'était bien le sens du pôle Eurobiomed, dont la vocation c'était de mettre ensemble. C'est toujours. Ça l'est toujours. C'est toujours la grosse maison tourne bien. Les chercheurs, les patients, les décideurs, le ministère, les entreprises. Donc cette ouverture aux entreprises, eh ben, on ne l'a pas souvent. Or, c'est bien ça qui peut permettre de faire bouger les choses et surtout d'arriver in fine à apporter aux patients des choses qui les intéressent. Et par ailleurs, vous avez vu que Philippe, il est totalement zététicien dans sa démarche. Il y a des faits, il y a des choses, il y a du bien à faire. Les idéologies, les principes, les croyances, tout ça, ça n'existe pas pour lui. Hein, donc il a totalement sa place ici. Et on est bien dans le sujet. Hein. Moi j'aime bien, on parle dans des digressions, mais globalement c'est ça le sujet, c'est comment ça fonctionne, hein, vu des coulisses. Hein. On est d'accord. Catherine. Oui, ma question vient justement après cette discussion. Compte tenu de l'incompétence des députés, pour qu'ils dépassent le jeu de pouvoir, surtout actuellement, est-ce qu'il existe un organisme de formation, la formation des députés, pour qu'ils apprennent à dépasser ce jeu de pouvoir? Ne serait-ce qu'une formation sur le budget, qu'est-ce que ça veut dire? Politique à court terme, politique à court terme, à long terme, sur l'Europe. C'est le sujet de cette formation au début de leur mandat. Merci. C'est une excellente question, surtout que j'ai dû déjà trahir mon incompétence crasse sur tout ce qui est économie, fonctionnement des institutions. Moi, je suis un biologiste, comme je me plais à répéter. Eh bien, la réponse est rigoureusement rien. Rigoureusement rien.
vous débarquez, dès la première semaine, vous êtes mis dans le bain, et il n'y a effectivement aucune structure de formation auquel vous pourriez vous raccrocher. Je vais plus loin dans la démarche, c'est que je reviens encore à la science, et je suis désolé, mais moi je me suis proposé pour essayer d'expliquer pourquoi je poussais certains amendements pendant la loi de bioéthique à des gens qui, a priori, effectivement, ne pouvaient pas le comprendre. J'ai joué un peu le rôle du sachant. Je leur ai proposé de venir, me mettre au tableau et leur expliquer pourquoi c'est important de faire tel diagnostic, pourquoi c'est important de faire appel à la génomique, etc. J'ai réussi avec quelques députés de mon groupe. J'ai tenté avec d'autres groupes, j'ai réussi une fois à expliquer, mais bon, ce sont des groupes qui... Bon, je ne vais rien vous cacher, c'est le groupe communiste. J'ai toujours eu des bons liens avec les députés communistes, parce que c'est des gens, c'est des frères républicains, par rapport à d'autres. J'ai jamais compris pourquoi ils côtoyaient d'ailleurs ces autres-là. Enfin, pas ceux. Et donc j'ai eu un espace de 2 heures avec un certain nombre d'entre eux, parce que je connaissais très bien le député communiste de Martigues. Il y a un ancien journaliste, leur expliquer, je refais un petit cours de génétique pour les nuls. Et donc tous sont en train d'écouter, ouais. Et ils sont tous votés contre mes amendements. Tous. J'ai pas dû être bon, puis après, en fait, ce sont des gens qui vivent encore selon des... Voilà, c'est l'ISENCO. Donc la génétique, c'est non. Donc j'aurais pu passer 10 heures, 20 heures de formation, ils sont dans leur truc, ils sont restés bloqués à cette époque-là. Enfin bon, en tout cas, très bonne réflexion. Non, il n'y a rien. Donc c'est pour ça aussi que vous avez vraiment intérêt. Moi, je ne le cache pas, ça a été le cas sur mon premier mandat, et sur les 2 années, c'était moins le cas, parce que je suis allé chercher une collaboratrice anthropologue avec vraiment je voulais vraiment plus que faire de la science et puis confronter un peu l'anthropologie. Plus elle était anthropologue de la reproduction, donc m'amuser un petit peu, vraiment, m'amuser sur un truc intellectuel. Mais la première collaboratrice, elle, avait coché toutes les cases juridiques, Sciences Po, machin, etc. Donc c'est là où j'ai fait beaucoup de textes de loi, où participé à pas mal de trucs. Mais s'ils ne sont pas là, moi, s'ils n'avaient pas été là, j'étais mort. Vraiment. Et donc, il faut vous débrouiller par vous-même. Il faut aller chercher les informations, et puis il faut aussi savoir déléguer et trouver des gens un peu de qualité dans les aspects que vous ne couvrez pas par votre formation initiale. Ok, merci Philippe, c'est triste mais c'est comme ça. Si vous voulez bien, on va faire une dernière question. Les autres, ne soyez pas frustrés. Si on a un peu de temps à la fin, on en profitera pour faire quelques questions, parce que là, le temps passe pas mal, on a pas mal de choses à traiter. Bernard, le 3e. Bonjour, je précise d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis médecin et j'ai été frappé récemment par 2 événements qui se sont passés donc à l'Assemblée nationale et qui touchent la médecine. Le premier, c'est la façon dont nos députés, pratiquement à l'unanimité, ont décidé de prendre en main le problème des déserts médicaux. Contre l'avis général de tous les gens qui savaient, qui sont renseignés, qui ont une certaine compétence, ils ont pris une décision totalement inverse, à savoir imposer à nos jeunes confrères de s'installer dans les, ouvrez les guillemets, déserts médicaux, fermez les guillemets, voire demander à des collègues installés d'aller faire 2 jours par mois d'exercice médical dans des déserts médicaux. Or, manifestement, toute la profession, les jeunes, les vieux, les gens qui ont une certaine compétence, y étaient opposés. Donc, j'observe un hiatus entre, cet avis général de gens qui, a priori, connaissent le problème, et 2, cette a priori unanimité, tout groupe confondu, au niveau de l'Assemblée nationale. Bernard, excuse-moi, mais on est d'accord, hein, on a bien compris, je pense, la question. Quelle est ta question, donc? Et le deuxième événement du même genre, il y a 48 ou 72 heures, de la même manière, l'ensemble des députés a... alors, je ne sais pas s'il y a eu un vote, s'il y a eu une décision définitive de prise, mais il a pris une position générale, l'ensemble des députés, pratiquement à l'unanimité, pour adopter un moratoire sur les maternités en France.
J'écoutais hier à midi, je crois, Israël Nizran, qui est PUP, enfin qui a été PUPH, qui est professeur émérite de médecine, de gynéco, et il disait, d'accord, on ferme des maternités, peut-être, mais on ne peut pas maintenir des maternités ouvertes s'il n'y a pas au moins un accoucheur, un gynécologue obstétricien, un anesthésiste et un pédiatre en néonatologie. Donc, là encore, tous les députés ont pris, ont dit, ok, on remplace le moratoire, on ne ferme plus de maternité, au détriment de la santé générale. Donc, ce qui m'interpelle, et la question elle est là, comment se fait-il que des autorités qui ont une certaine compétence dans un domaine aient pratiquement une unanimité pour apporter leur avis, et que la représentation nationale, quel est le rapport, qu'est-ce qui se passe entre les deux, entre l'avis général avec une certaine compétence, et puis la décision de la représentation nationale des députés à l'unanimité qui prennent une décision contraire. Autre question. Oui, cette question, enfin voilà, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais on est clairement dans ce type de thématique que vous mentionnez, dans la problématique, je vais partir de loin. Moi je rêve d'un monde, en tout cas d'un système politique français, qui ferait en sorte que, une fois que vous êtes élu, peut-être pour plus de 5 ans, vous n'avez qu'une seule perspective, c'est que vous ne pourrez pas l'être une deuxième fois. Donc à partir de là, je suis sûr que les choix politiques et les comportements politiques ne seront plus les mêmes. Les deux questions que vous devez poser, les deux thèmes que vous soulevez, que je connais, c'est l'archétype du prosélytisme et du populisme. C'est-à-dire, je veux faire plaisir à la population qui a le niveau d'information qui est là, et je veux gagner des électeurs. Donc aujourd'hui, mon problème, c'est qu'ils veulent des médecins. Donc effectivement, je vais trouver un moyen pour qu'ils aient des médecins, sans jamais poser, me semble-t-il, et ça, c'est peut-être que les vraies questions de départ, parce que poser les vraies questions de départ, c'est déjà, a priori, pas forcément être très politique. Déjà, la première question, c'est quel est l'usage fait de la médecine dans ce pays? Ma femme est généraliste, hein, enfin, elle était. J'étais absolument estomaqué par le fait, quand elle rentrait de sa file active de 1600 patients, qu'elle m'explique que 60-70% des consultes qu'elle avait fait dans la journée n'étaient motivées par rien. Hein, je vais caricaturer, c'était 2,50 € la boîte de Doliprane, je préfère avoir une ordonnance, comme ça je paierai pas les 2,50 €, ça coûte juste 25 € à la société, mais c'est comme ça. Non mais il faut dire les choses, donc on a un problème déjà, effectivement, d'acculturation de notre population sur l'utilisation des médecins. Et on a dégénéré, enfin aujourd'hui, si je veux caricaturer, c'est tiens, j'ai n'importe quoi, c'est pas grave, entre mon rendez-vous chez le kiné et puis mon rendez-vous chez le coiffeur, j'ai une place, donc je vais aller voir le médecin. Non, mais je caricature. Deuxième élément que personne ne veut entendre, c'est qu'on a un changement générationnel profond dans le secteur médical, où toutes les études montrent globalement que pour transformer, en tout cas remplacer un médecin, j'allais dire old fashion pour pas dire ancienne génération, excusez-moi, il en faut 3 aujourd'hui. Hein, qui, pour effectivement accepter d'ouvrir son cabinet à 7h30 le matin et le fermer à 21h le soir, comme on l'a connu. Moi, je l'ai connu à travers ma femme, qui en plus était d'une génération où vous faisiez les gardes, le week-end, le machin. Je l'accompagnais, moi, parce que dans certains quartiers, je ne voulais pas qu'elle y aille seule. Bon, on a un changement générationnel, on a un changement culturel. Élément supplémentaire, qui, pour regarder sérieusement le devenir des médecins que nous formons, moi, j'avais eu un camembert à l'époque, mais c'était au tout début de mon premier mandat. Et j'avais pas eu beaucoup d'écho là-dessus. Je sais pas si le camembert, c'était un bon camembert. Peut-être que les répartitions n'étaient pas bonnes, mais les chiffres que j'ai retenus, c'était quoi? Grosso modo, sur la population de médecins que nous formons, il y a 15% qui un jour mettront leur plaque de généraliste. Un peu plus spécialiste. Oh, spécialiste, c'est plus sympa. Hein, la consultation est mieux payée, c'est pas vos patients. Et en plus, vous pouvez avoir effectivement des horaires plus tranquilles. Et puis, il n'y a pas l'affect, il n'y a pas l'empathie, c'est pas vos patients, vous ne connaissez pas l'histoire familiale, le grand-père, le père, etc. Ensuite, vous avez quoi? Ben, vous avez une bonne partie aujourd'hui, de plus en plus, qui préfèrent rester remplaçants. Le remplacement, c'est génial. C'est pas vos patients, vous travaillez grosso modo comme vous voulez, en plus vous n'avez pas l'infrastructure à payer. Vous n'avez pas le cabinet, le machin, les charges, etc. Et puis ensuite, vous avez de plus en plus, effectivement, qui veulent aussi aller vers le salariat. Pour avoir une vie mais légitime, je ne la discute pas.
une vie, je commence à bosser à 9h le matin, je finis à 17h, je m'occupe de mes enfants, et qui en plus ne veulent surtout pas aller en ruralité, parce que bah, il y a la problématique du métier du conjoint, la proximité du collège, du lycée, du machin, etc. Et cette métropolisation effective depuis un certain nombre d'années. Donc tout ça n'a jamais été rentré très sérieusement dans la grille d'analyse, parce que c'est pas populaire, c'est pas bien de dire ça. De mettre en cause la population sur son utilisation de la médecine, vous imaginez. Donc voilà, donc ils sont très ennuyés, ils ont trouvé... alors c'est pareil, effectivement, sur les maternités, vous avez tellement raison. En plus, on devrait vraiment réfléchir en ce moment, parce que vous le savez comme moi, on a des chiffres absolument exécrables qui ne s'arrangent pas. En ce moment, on décline sur, effectivement, les morts néonatales. On n'est plus bon du tout, alors qu'on l'avait été. Donc on a des vraies questions à se poser. Et aujourd'hui, la technicité et les outils, les plateformes nécessaires, et en plus la faiblesse du nombre d'acteurs, doit effectivement nous faire réfléchir sur la disposition et l'organisation de nos maternités. Mais eux ne raisonnent pas comme ça. Moi, je connais très bien le député de la Vienne, j'aurais beaucoup de choses de la Vienne, de la Mayenne, pardon, qui a porté la loi, parce qu'il a dû rester 15 jours au modem, donc pas plus. Je vois bien par quoi il est porté. J'ai entendu une interview un matin sur France Télévisions. Voilà, il a compris que s'il faisait une péréquation nombre de médecins électeurs versus ma population, je penche de ce côté-là. Donc voilà, il l'a dit clairement d'ailleurs. Ils n'apprécieront pas, mais c'est pas bien grave. Voilà. Donc la difficulté, elle est là. C'est cette recherche électorale permanente qui aboutissent effectivement, vous l'avez dit, à prendre des décisions aberrantes et en plus en totale contradiction avec les sachants. Et les sachants, on les a écoutés, c'est fait, on a fait le job, mais de toute façon après, on fera bien ce qu'on voudra. Et c'est toujours comme ça. Oui, je crois que ça résume bien, c'est à la fois le populisme et puis la perte de la notion de sacerdoce en médecine. C'est des bonnes questions dans lesquelles l'Assemblée nationale est totalement impliquée, c'est sûr. Donc on est en plein dans le sujet, on n'est pas dans la recherche scientifique, mais on est totalement dans les sujets autour de la médecine et l'Assemblée nationale. Donc si vous voulez bien maintenant, on peut parler de quelques cas un peu précis. Alors, tu as quand même été un peu monsieur maladie rare pendant un certain temps à l'Assemblée. Tu en as parlé. Il se dit que je le suis toujours. Tu l'es toujours. Tu en as déjà parlé. Alors, un petit mot, maladie orpheline ou maladie rare. On t'a évoqué la question, c'est quoi la terminologie? Quand on avait démarré, on avait créé un colloque sur les maladies rares en 2009, le premier. Il existe toujours, mais il a... absolument. Il a été repris par la Fondation Maladies Rares, c'était nous qui l'organisions. Pour ne pas dire un peu ma pomme. Beaucoup ta pomme. Et le premier, on l'avait appelé colloque maladie orpheline et maladie rare et orpheline. Ce qui était on savait que c'était un très mauvais terme. Parce qu'une maladie rare, elle n'est pas forcément orpheline. Elle peut être très rare et avoir un traitement. Dans ce cas-là... Oui, ça c'est parce que, je précise, parce que... Oui. Quand on disait orpheline, ce sont les maladies orphelines de traitement. Orpheline de traitement, ce qui est complètement délirant parce que finalement Alzheimer est une maladie orpheline. Voilà, c'est ce que j'allais dire, oui. Et c'est pas une maladie rare. Maladie orpheline ne veut pas dire maladie rare, et maladie rare ne veut pas dire orpheline. Ça n'a rien à voir. Donc, il n'y a pas de bon mot. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde dans le monde pour parler plutôt de maladies rares. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous entendrez parler de maladies rares, mais ce qui est intéressant dans les maladies rares, c'est celles qui sont orphelines. Les autres, elles sont prises en charge. Il n'y a pas de question, on les traite... mais c'est que 5%. Voilà. Et à l'époque, d'ailleurs, quand on avait créé ça, on avait commencé à travailler en 2007, on était au début du plan national maladie rare numéro 1, dont on savait, il a été très discuté, le fait qu'il fallait un plan national maladie rare. Maintenant, il y en a eu 4, si je ne me trompe pas. Le quatrième, j'étais encore cette semaine à Paris avec l'un des deux co-rédacteurs du quatrième, qui a été, après, encore beaucoup de vicissitudes, et puis maintenant qui malheureusement sur le plan budgétaire va pas avoir beaucoup d'aide, mais il a été publié avec retard, il devait l'être en février 2024, il a été en février 2025, en mars 2025. Voilà, de même qu'il y a un plan cancer, il y a un plan Alzheimer, il y a un plan tout ce que vous voulez. Juste pour préciser le nom maladie rare, parce que vous voyez, ça c'est vraiment... Le choix a été fait, ça vient de l'anglo-saxon rare disease, etc. On dont acte. Mais quand après vous, enfin moi, en l'occurrence en tant que politique, j'essaie de faire comprendre au monde politique l'importance des maladies rares. Moi, la majorité de mes collègues députés, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont répondu
On dit si c'est rare, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Si ça n'intéresse pas beaucoup de monde, ça ne fait pas beaucoup d'électeurs. Il m'a fallu des années, et c'est pas encore le cas pour tous, pour expliquer, attendez, la rareté, c'est la rareté sur une pathologie donnée, où effectivement il y a un critère, c'est un patient sur 2000 personnes. Oui, Bon, ok, mais si on fait le bilan de plus de 7000 pathologies rares, c'est juste 3 millions de nos concitoyens diagnostiqués, parce que malheureusement beaucoup ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on a une famille sur 20 en France qui est concernée par la maladie rare. Donc j'ai eu ce travail de bénédictin, aussi bien au niveau des ministères qu'au niveau de l'Assemblée nationale en l'occurrence, pour essayer de les alerter à ne rester pas sur cet adjectif rare. Mais non, c'est pas rare. Et quand ils m'ont vu, honnêtement, je dirais clairement, quand j'ai été réélu, à une deuxième élection à laquelle je ne voulais pas me présenter, mais on m'a expliqué, j'ai été un peu influencé que même si, je ne ferai pas le deuxième mandat complet, parce que j'avais trouvé une stratégie dont je pourrais vous parler de comment me sortir d'un mandat sans engendrer une élection partielle. Bon, bref. Quand ils m'ont vu réélu dans un département qui n'est pas le vôtre, en étant le seul réélu de la majorité, voire même démocrate, puisque... Le seul pas RN. Le seul pas RN. Et aujourd'hui, bien sûr, ils sont tous... C'est le gars, hein. Et ils se sont dit, mais pourquoi Bertha a été réélu et pourquoi pas les autres? Ben, en fait, j'ai jamais bien compris. Mais ça s'est joué à 86 voix, hein, je vous le cache pas. Donc, je fais le fier maintenant, mais c'était vraiment pas gagné cette affaire-là. Puis je pensais que d'ailleurs c'était perdu. Mais c'est qu'en fait, en travaillant et en élaborant le mot maladie rare, parce que c'est ma passion, c'est mon intérêt, c'est mon métier, c'est tout ce que vous voulez, en fait, j'ai touché beaucoup de gens. Et que même sur ce thème-là, sur le département qui est le département du Gard, j'ai 7 associations, sur les 400, les plus de 400 qui existent, qui sont des associations dont le siège est dans le Gard, qui sont des associations maladies rares. Et qu'en fait, dans ce discours-là, ben, il y a quand même beaucoup de gens qui s'y sont reconnus, qui ont trouvé ça important. Et donc, c'est après que je me suis vu... Bon, mauvaise nouvelle, c'est que le groupe d'études maladies rares a été repris par une ARN. Et que, bon, il ne passera rien. C'est pour ça qu'en fait, je fais double lumière. Tout ça. Oui, alors justement, en 2007, quand on s'est attaqué à ce problème pour Eurobiomed, à l'époque, les entreprises ne s'intéressaient pas aux maladies rares. Pas du tout, quasiment pas. Or, s'il n'y a pas des entreprises qui travaillent, il n'y aura pas de solution, ni diagnostique, ni thérapeutique. Et entre cette époque-là et même 10 ans après, ça a complètement changé. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même, on a vu qu'il y avait des modèles économiques très particuliers pour les maladies rares. Bon, ben, Sanofi et Genzyme, etc. Donc, toutes les big pharma s'intéressent aux maladies rares. Alors, j'aimerais partager ton optimisme, mais ce que j'observe depuis 2-3 ans, c'est que Sanofi ne fait plus de maladies rares, si ce n'est fait un peu les 2-3 pathologies qui traînaient chez Genzyme, effectivement. Bon, il y en a d'autres. Moi, je pense à Chiesi, qui en a fait un ex-fort. J'ai mangé récemment avec le PDG de Servier, qui a recruté d'ailleurs, tu sais, Nicolas Lévy comme... Ah oui, oui, bien sûr. Donc ils en ont fait un ex-fort. Bon, il y en a encore quelques-uns, mais c'est compliqué parce que le modèle économique, justement, n'est pas là. Pas plus d'ailleurs qu'il ne va pas être là pour l'oncologie. Oui, enfin bon, ça sera un débat. En tout cas, non, mais si on est revenu en arrière, alors là, je regrette. Non, mais c'est intéressant parce que les questions que posent les maladies rares à nos structures, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, c'est la question que va poser toutes nos pathologies demain. C'est-à-dire que la maladie rare nous oriente vers ce qu'on appelle une médecine personnalisée. Et que forcément, une médecine personnalisée ne peut pas économiquement être attaqué de la même façon qu'avec un antibiotique ou un antihypertenseur, qui a vertu pour éventuellement d'être attribué à des millions, voire des centaines de millions de personnes. Donc il y a toute cette question des modèles économiques qui fait partie de nombreux travaux, de nombreuses propositions que je ne sais certainement pas, dont je ne vais pas parler ce matin, mais qui sont pareilles dans... Allez, soyons optimistes. Dans 5 ans, quand on suit un peu l'actualité scientifique, on peut espérer qu'on vaccine contre le cancer. C'est une vaccination thérapeutique, c'est un peu particulier, mais c'est une vaccination personnalisée sur la tumeur de M. Dupont. Donc là aussi, il va falloir trouver la même problématique qui va s'afficher, et c'est déjà un peu le cas pour ceux qui connaissent avec les CAR T-cells, qui va s'afficher en oncologie. Donc il faut complètement balayer la façon dont on travaille depuis des décennies dans ce pays et ailleurs, et trouver un nouveau modèle.
Parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. À partir du moment où on dit qu'un cancer du sein, ben, il y en a plein de sortes et qu'on va les traiter différemment, pas seulement au niveau économique, mais il y a l'aspect développement clinique et tout ça. Aujourd'hui, un cancer du sein triple négatif, vous avez tous entendu parler de ça, il se traite de façon totalement spécifique. Eh ben, c'est une maladie rare, en fait. À l'intérieur et même l'hypertension artérielle, il y aura plein de sortes, le diabète de type 2, et on crée des maladies rares, hein, parce qu'on personnalise. On fait des petits groupes qui sont plus homogènes, et du coup, on améliore terriblement le service rendu aux patients. Voilà, bon. Non, mais au niveau de l'Assemblée, alors... C'est un beau combat, que je continue aujourd'hui, par d'autres mécaniques. Bon, je suis invité à la place de la présidente du groupe d'études maladies rares, donc bon, je ne sais pas abandonner ce milieu, puisque j'avais encore pas plus tard, on est quoi, on est samedi, pas plus tard qu'hier, j'étais avec la présidente de l'Alliance des maladies rares, Hélène Burley-Gaillard. Donc oui, non, c'est un combat que je ne me lâche pas parce que je le crois important, bien sûr, pour nos enfants, évidemment. Je le crois aussi important sur le plan économique, parce que c'est ce que je viens de dire. Moi, je les ai toujours appelés les défricheurs, parce qu'ils sont confrontés en premier aux questions de la médecine personnalisée, donc de la médecine de demain, quoi. Et déjà, en partie d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, la chance, c'est qu'il y a des associations de patients dans les maladies rares qui sont extrêmement efficaces, extrêmement compétentes, extrêmement aidantes pour résoudre les problèmes, pas pour faire d'idéologie. Non, puis on va vers... Moi, j'aime bien leur faire un dessin, le tableau vis-à-vis du politique pour essayer de leur faire peur. On va se retrouver dans une situation où on est déjà dans une situation, je peux dire les choses, hein, où on a diagnostic, on sait diagnostiquer, mais on ne va pas pouvoir soigner. Ou en tout cas, on ne va pouvoir soigner qu'en partie. Ouais, il faut qu'on explique aux 40 familles par an, sur les 50 à peu près, qui nécessitent, pourquoi ils n'ont pas fait partie de ceux à qui on a fait une injection de thérapie génique. C'est-à-dire qu'on en sauve 10 par an, mais on en laisse mourir 40. C'est quand même compliqué comme situation. Et cette situation, je gâche qu'elle va se démultiplier. On a l'habitude de dire qu'il y a à peu près 2500 thérapies géniques en cours d'évaluation à travers le monde. On peut toutes réussir. Mais le problème de la thérapie génique, je ne sais pas si vous le savez, sur l'hypertrophie spinale au jour d'aujourd'hui, c'est une injection unique, on appelle ça du one shot, c'est une piqûre pour le gamin, avec des résultats, en tout cas sur plusieurs années, vraiment extraordinaires. Petit détail, petit bémol, l'injection c'est 3 millions de $. Donc il va bien, et très sincèrement c'est trop cher, mais ça ne baissera pas de façon extraordinaire. Ça restera très très cher. Un carticels pour les leucémies, comme ça se pratique au CHU de Montpellier, c'est déjà plusieurs centaines de milliers d'euros par personne. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on finance ça, comment on fait du pluriannuel, comment... Enfin bon, il y a plein de propositions sur la table. Hein. Moi, je vais essayer d'en être le catalyseur bientôt. Là, je travaille pas encore pour mes 2 dernières années pour ça. Mais voilà, parce qu'on va avoir de plus en plus de situations où soit on aura la thérapie, mais on n'aura pas diagnostiqué à temps, et ça, son diagnostic, on pourra peut-être en parler, soit on a un diagnostic, mais on n'aura pas accès à la thérapie. Il va y avoir problème. Voilà, c'est pour ça que les maladies rares, c'est une entité à part, on la traite à part, parce que ces maladies ont des points communs très particuliers que vient de rappeler Philippe. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de la révision de la loi de bioéthique au niveau de l'Assemblée? Bien, étant le généticien, j'étais vraiment le seul, je vous le garantis, j'étais le seul de l'hémicycle. Forcément, je savais qu'à un moment donné, on ferait appel à moi. Et de façon très amont, à la lecture de cette loi de bioéthique, j'ai vu un problème de fond. C'est-à-dire que dans une même loi, vous introduisez le truc qui va intéresser les médias, et donc le politique en termes médiatiques, c'est l'aspect sociétal. La dernière loi de bioéthique que nous avons donc votée le 31 juillet 2021, le fonds sociétal, c'était la PMA pour toutes. Plus des problèmes, effectivement, après de reconnaissance de paternité, etc. Mais dans cette même loi, moi, bien sûr, je n'ai pas été proposé, et puis je n'ai absolument pas pris du tout cette partie-là, il y a quelque chose qui va concerner fondamentalement la recherche. Donc vous demandez à 577 députés, dont la quasi-totalité ne connaissent rien en sciences, et donc vont être l'objet de lobbies divers et variés, de prendre des décisions on ne peut plus impactantes sur l'avenir de notre recherche en santé. Je vous donne 2-3 exemples, c'était on arrête les cellules souches ou pas. C'est on continue à faire, à l'instar de ce qui se fait dans tous les pays démocratiques et avancés en recherche, à faire des recherches sur l'embryon, sur numéraire de moins de 14 jours. C'est plein de choses comme ça. Moi, quand j'ai vu ce texte, je me suis dit, mais on va
demandé 100 ou 577 députés. Donc j'ai tout de suite dit, mais je me souviens très bien, le premier contact journalistique, c'était avec le journal La Croix, qui avait repris à peu près ce que je veux dire. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse, dans un même texte, poser des questions aussi fines scientifiquement, avec une exigence de compréhension, de savoir ce que c'est qu'une cellule, pour ceux qui connaissent une cellule IPS, etc. Demander ça à un député, c'était juste à mourir de rire. Et donc, au moins d'être vraiment sûr que sur des parties qui ne peuvent être comprises que par des spécialistes, ou par d'autres, mais qui en plus, par contre, risquent de déformer l'information, on ne pouvait pas passer uniquement par du réglementaire. Il y avait par exemple la problématique d'utiliser les cellules souches. Je me souviens d'une discussion, pour ceux qui le connaissent, avec John DeVos, qui se battait, qui m'avait demandé de me battre pour que la déclaration au niveau de l'agence de biomédecine ne soit plus qu'une déclaration et pas effectivement une autorisation. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi, parce qu'effectivement chaque fois il y a autorisation. La même fondation dont on parlait tout à l'heure va de toute façon systématiquement faire un recours au tribunal administratif et faire perdre pour 99% des cas, sauf le cas malheureusement sur le diagnostic préimplantatoire, dont on a parlé aussi, et faire perdre 2 à 3 ans à la recherche française. Bon, enfin bref, donc c'est quand même très très pointu. Et là, quand je vois qu'ils sont partis pour commencer les pré-études sur la prochaine loi de bioéthique, j'ai un peu peur, parce que ayant vu l'évolution de l'hémicycle, j'ai peur pour ma collectivité scientifique. Et donc j'ai peur pour nos malades, et j'ai peur pour nous tous, que si vraiment il la redémarre comme il devrait être redémarré en 2026, on perd beaucoup de choses totalement indispensables à notre système de recherche en santé. C'est ça qui m'inquiète un peu sur la bioéthique. Après, bon, moi je l'ai vécu bien parce que j'ai essayé de l'enrichir sur la partie diagnostique. Bon, déjà, ça m'a été beaucoup reproché. J'ai maintenu et me suis battu contre des amendements qui nous touchent tous, qui est l'accès, vous savez, à ces boîtes de séquençage pour les faire séquencer nos génomes, en particulier dans les pays anglo-saxons. Personne ne le sait, mais c'est rigoureusement interdit par la loi. J'ai maintenu l'interdiction, c'est passible de 3 750 € d'amende. Mais j'observe qu'1,5 million de Français l'a fait. Et qu'aujourd'hui donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai maintenu l'interdiction et quelle était mon idée. Aujourd'hui, j'observe que les autorités américaines, et plus avec leur évolution, ça peut peut-être nous inquiéter, a beaucoup plus, mais sans commune mesure, de données génétiques sur la population française que quiconque. Ne nous trompons pas. À tel point d'ailleurs, pour connaître un peu le monde de la criminalistique, et Dominique le sait, que certaines affaires, ce qu'on appelle les cold cases, pour lesquelles maintenant nous avons une division en tribunal à Paris dédiée, a réussi à résoudre quelques cold cases, mais en s'adressant au FBI pour récupérer des données génétiques. C'est deux Français, hein. On est quand même chez les fous, quoi. Donc moi j'avais dit, ok, mais il faut que ça soit cadré. Parce qu'on a bien vu qu'il y a des boîtes qui faisaient n'importe quoi, qui d'ailleurs qui étaient susceptibles de vous foutre la trouille en vous expliquant que vous étiez prédisposé à je ne sais, etc., sans aucun encadrement médical, etc. Et que si on devait le faire, oui, mais faisons-le à la française et avec un cadre juridique et donc éthique à la française. Donc, comme personne ne voulait en parler à le mettre en place, moi, légitimement, j'ai trouvé, mais les associations n'ont pas été vraiment d'accord avec moi, j'ai maintenu l'interdiction, tout en sachant que, en même temps que je maintenais l'interdiction, quand on ouvrait une chaîne d'information continue, BFM pour ne pas la nommer, je revois Stéphane Bern faire de la publication, de la publicité pour la société Enemy pour aller faire séquencer. Donc, on est à la française, quoi. C'est interdit, mais en fait, personne n'est capable de faire appliquer la loi, donc ça se fait quand même. Non, moi, je me suis beaucoup battu pendant cette loi de bioéthique pour faire progresser le diagnostic. Mais comme je dirais, le combat continue. J'ai quand même réussi à faire introduire dans cette loi, c'est quand même fou d'imaginer qu'en 2021, ce n'était pas le cas, la possibilité, justement, en néonatal, puisque je me suis concentré sur le néonatal et le préimplantatoire, alors que certains collègues me poussaient à faire bien d'autres choses, que je fais aujourd'hui dans le cadre d'un groupe de travail à l'Académie de médecine, la possibilité de faire des tests génétiques. C'est-à-dire que tous les diagnostics néonataux que nos enfants, peut-être certains d'entre vous, puisque ça a commencé en 72 en France, ont vécu par le fameux test de Guthrie, la goutte de sang qu'on prend dans le talon, aucun de ces tests, jusqu'à présent, n'utilisait la génétique. On se l'interdisait.
utiliser des vieilles techniques enzymatiques. Phénotypiques. Plus récemment de la spectro de masse, mais pas de génétique. L'hémotrophie spinale aujourd'hui, qui va donc rentrer enfin, après des années de retard par rapport à d'autres pays européens, dans le panel des tests faits, sera le premier test génétique. On est à combien maintenant dans le panel? Alors, à l'instant T, on en est à 13, et ils vont se rajouter 3 supplémentaires qui prendront effet au 1er septembre. Et ça nous met nulle part. L'Italie, c'est une quarantaine, l'Espagne, c'est une cinquantaine, nous, on en fait 13, on en fait 16. C'est incompréhensible. Mais là aussi, maintenant qu'il y a le test génétique, il y a un moment donné, il faudra quand même parler de génomique dans ce pays, quoi. Et pas perdre de temps, parce que le problème de ces diagnostics qui ne se font pas ou qui se font trop tard, c'est qu'aujourd'hui, dans les maladies rares, et Gilles le sait mieux que quiconque, on a une errance diagnostique d'environ, c'est un peu amélioré, moi je veux dire encore, pas loin de 4 ans. Donc il faut imaginer des parents pendant 4 ans avec le bébé dans les bras en train d'essayer de chercher un service clinique, un spécialiste quelque part, parce que ce sont des maladies souvent très pointues, ou peut-être qu'il n'y a qu'un seul spécialiste, il faut le trouver. Alors il y a des structures, hein, mais j'ai bien observé que cette semaine, Maladie Rare Info Service, que tu connais, que tu as connu, avait vu une coupe budgétaire de 50%, ce qui était rassure personne. Il faut diagnostiquer au plus vite. C'est d'autant plus débile que dans les maladies que nous ne diagnostiquons pas, je comprends que l'exécutif freine quand je parle d'injection à 3 millions de dollars, mais dans beaucoup de cas, c'est juste un régime alimentaire ou un complément alimentaire. Donc qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est pour moi quelque chose qui me dévaste depuis des années et des années, surtout à cause de toi, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir le mot maladie rare, et puis pendant 7 ans à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on perd comme temps? Et en plus, comme je rajoutais, on a même des très belles entreprises françaises qui nous garantiraient la souveraineté de la génomique dans ce pays. Je pense à Servalscare, pour ceux qui connaissent, à Biomedis Eurofins ou à d'autres qui ont des plateformes de séquençage que jamais le public n'aura. Oui, alors, pour la bioéthique, il y avait des enjeux qu'on connaissait qui étaient finalement, par rapport à d'autres, très secondaires, comme la PMA pour tous, qui a été réglée et qui a été au devant de la scène de façon peut-être excessive. Donc tu as cité le DPI, les cellules souches, un certain nombre de choses comme ça, le décryptage récréatif, on dit, du génome, et puis moi j'ajouterais peut-être les chimères homme-animal, et puis parce qu'on en fait, hein, mais des êtres en partie animale, et puis peut-être l'IA quand même, les problèmes bioéthiques qui vont être liés à l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs par ailleurs va peut-être aider à résoudre des problèmes d'errance diagnostique dont tu parlais. Est-ce que c'est quoi les grands enjeux? Mais sans entrer dans chacun. Hein. Là tu parles de la loi future. bioéthique. Mais Oui, de la future. future, ah oui. Ah bah l'actuelle. C'est sûr que la précédente n'a pas du tout abordé l'IA. C'était 2020 la précédente, hein 2021. 21. Mais bon, en plus, le problème, c'est que cette loi de bioéthique, je ne sais même plus dire, parce que normalement, elle était censée être révisée tous les 5 ans, puis après, elle est passée tous les 7 ans. Et les scientifiques que nous sommes, pour ceux qui le sont, dans le domaine des sciences de la vie, savent très bien que ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, entre ce qui se faisait il y a 7 ans et ce qui se fait aujourd'hui, je pense que 30% de nos activités sont nouvelles. Donc ça veut dire que moi, je pense que pour la partie recherche, en tout cas, si vraiment on doit continuer à passer par la loi, il faudrait penser à une loi de bioéthique bis, mais qui se fasse au fil de l'eau. Parce que aller aujourd'hui se poser des questions sur des activités qui se sont mises en place partout depuis 7 ans, ça n'a plus de sens. Donc soit on se pose la question de départ, on y va, on n'y va pas, mais de toute façon, une fois qu'on y est allé, on ne reviendra pas en arrière. Donc il y a un problème de temporalité. Autant je pense que prendre 7 ans pour réfléchir sur un problème sociétal comme la PMA pour toutes, ça ne me paraît pas délirant, autant ne s'intéresser aux outils de la recherche, aux nouveautés de la recherche dans le domaine de l'embryogénèse, dans le domaine de la reproduction, etc., tous les 7 ans, ça n'a pas de sens. La dernière, elle a paru 9 ans avant celle d'avant. Hein. Oui, mais la prochaine, ça va être pire, parce que je vais pas être de mauvais augure, mais si vraiment il se lance suite à la loi de fin de vie sur la loi de bioéthique, de toute façon, bien vu, la précédente, elle devait durer 1 an, elle a duré 3 ans. On a eu 3 lectures à l'Assemblée, enfin, c'était un cauchemar. Moi, physiquement, je ne pouvais plus. Voilà, enfin, il fallait que ça s'arrête, cette affaire-là. Mais s'ils font ça avec la composition politique actuelle de l'hémicycle, je regarde mes amis chercheurs, on perd tout.
ça que moi je leur conseillerais ô combien de soit rediscuter sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans une loi de bioéthique et qu'est-ce qu'on n'y met pas et qu'on laisse dans le cadre réglementaire. Ok, merci, on va avancer. Donc, je vous propose c'est en faire encore une question à toi, et après, réfléchissez à vos questions, on fera une petite pause pour des questions de la salle, si vous voulez bien. On en fera peut-être que 2 ou 3, parce que c'est long, et les réponses sont longues, ce qui est normal, parce que c'est Philippe qui nous intéresse en termes de réponses, c'est lui qui nous informe et qui nous met à jour. L'autre question, c'est la loi sur la fin de vie et les soins palliatifs. On peut, comme elle a été coupée en deux, on peut peut-être mettre de côté la question des soins palliatifs pour laquelle il n'y a pas vraiment de discussion. C'est pourtant le seul auquel j'étais prêt à répondre. Ouais, mais c'était trop facile. Sur la fin de vie, on en est où là dans cette loi là? Comment ça se présente avec ton ami Falorni? Alors moi je suis plus acteur, donc je vais quand même prendre plein de précautions en retard, parce que je sais pas plus que quiconque là où on en est. Bon, il y a eu une volonté effectivement de découpage de cette loi en 2 lois, mais avec la garantie d'un vote global à la fin. Très sincèrement, je pense que l'amélioration des soins palliatifs, c'est de comprendre que ça fait l'unanimité. Là encore, je ne suis pas sûr qu'il lui fallait passer par la loi. Le problème des soins palliatifs, un modèle que je les perçois pour les avoir vécu avec mes 2 parents, c'est surtout un problème de moyens. Soit on a effectivement un service dédié dans chaque hôpital avec du personnel dédié, soit on n'a pas. Force est de constater qu'on n'a pas. Je prends pour exemple ce que j'ai vécu au centre hospitalier régional d'Avignon. Bien. Sur la fin de vie, après, c'est un choix en conscience, donc c'est compliqué. On voit très bien qu'il y aura, en fonction de la coloration politique, quand même, des avis plutôt positifs ou plutôt négatifs, même si il y a des exceptions notables. Hein. Donc, bon, moi j'ai vu un peu le piège quand même, enfin le piège, pour d'aucuns c'est peut-être pas un piège, mais cette volonté de quelqu'un que je connais bien qui s'appelle François Bayrou de découper le texte en 2. Si je l'avais eu en face de moi, je lui ai dit, tu me la fais pas celle-là, quoi. Parce qu'il sait très bien que les soins palliatifs poseront aucun problème, et que lui, ou des Retailleau, des gens comme ça, je pourrais vous faire la liste, ou des jeunes Var, etc., eux sont foncièrement contre une loi sur la fin de vie. Enfin, bon, ce sont des catholiques, tout respectablement catholiques, mais souvent des catholiques un peu, pour certains, un peu extrêmes. Et donc c'était une façon d'essayer de faire voter. Bon, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Enfin, moi j'ai vu un Falorni ce matin que j'ai écouté sur France Télévisions assez optimiste. Si c'est être optimiste, que moi je ne rentre pas là-dedans, quoi. C'est tout. Là aussi, moi je reste par contre sur le fait suivant, c'est que pour connaître effectivement les situations de Charcot, pour voir aussi, là encore, le tourisme médical, que peuvent se permettre certains, que ne peuvent pas se permettre d'autres, on doit quand même se poser des questions. Voilà, c'est tout. Et donc, trouver un juste milieu. Est-ce que l'Assemblée sera capable de le faire? Je pense que peut-être. Je pense que le Sénat ne suivra pas. Et là, on retombe bien sur un petit gap qu'on peut avoir entre ce que veulent les gens, et on voit bien des conférences citoyennes où on voit bien que les gens sont partisans de l'évolution, et puis l'Assemblée qui est un peu en décalé par rapport à l'opinion. C'est là où j'en veux beaucoup à François Bayrou, et je peux le tirer dessus depuis 30 ans, hein. C'est que justement, s'il y a eu une convention citoyenne qui a bien fonctionné, et qui était un formidable exemple démocratique, ça a été la convention citoyenne. Et à 70%, c'était... Oui, et puis avec un travail, tous les observateurs qui y sont allés, je connais, ils sont revenus en disant, waouh, l'incrémentation du niveau intellectuel, du niveau de discussion au fil du temps a été, paraît-il, totalement exceptionnel. Et puis bon, il y a eu un vote, d'ailleurs si j'avais un conseil à donner au président de la République, puisqu'il nous parle plein de référendums en ce moment, s'il en a à faire, c'est celui-là, puis celui-là, il le gagnera en plus. Donc, à mon avis, il n'en gagnera aucun des autres, mais celui-là, il peut le gagner. Donc moi, c'est bon, j'espère qu'on n'aura pas allé jusque-là. Okay, mais voilà, moi, ça m'a troublé de la part de François Bayrou qui remet en cause le travail de la Convention citoyenne. C'est un souci, parce qu'on on est tous sortis quand même très meurtris, voire au-delà de l'époque Gilets jaunes, parce que on se rend pas bien compte de ce qu'on a eu à vivre en tant que parlementaire, entre les gilets jaunes, puis la Covid, puis c'était en tout point exceptionnel. Vous n'êtes pas ennuyé? Non, c'est pas ennuyé, mais ça a été quand même très compliqué. J'ai pas compris, je le connais
trop bien, et puisque la dernière fois qu'il m'a... Moi, je veux dire tout, je suis un catholique, j'ai tout fait, moi, scoutisme, mais la science m'a pas poussé, j'ai toujours écouté avec délectation notre défunt collègue Axel Kahn, qui m'a dit, tu réponds comme moi, tu dis que tu es agnostique, tu ne crois que ce que tu vois. C'est ce que je fais maintenant. Oui, si tu dis ça, t'as répondu à la question quand même. Donc j'ai dit, est-ce que c'est un peu pleutre de se sortir de ce type de discussion? Tu ne peux pas avoir un grand ami invisible, en fait. Si tu crois que ce que tu vois. Bon, plaisantons pas. 2 ou 3 questions, on va essayer de faire court, hein, parce que... oula, stop là maintenant, il y en a 3. Nous avons Elisabeth, Loïc et... Rappelle-moi ton prénom, à chaque fois je me pose des questions. Jean-Baptiste. Elisabeth, faites court s'il vous plaît. Oui, ça va être très court avec le micro. Parce qu'on a des trucs très importants à... Merci. Alors, c'est une question de juriste. Donc, Je vais appeler un ami. voilà. Donc, en tant que magistrat, je sais évidemment très fortement quelle est la différence entre une loi et un règlement, et la différence de régime juridique, et la manière de force avec laquelle ça s'applique pour un magistrat. Mais du côté de l'Assemblée nationale, vous en avez parlé plusieurs fois. Comment vous analysez ce que vous avez indiqué à plusieurs reprises, à savoir que vous seriez plutôt favorable à ce que cette question soit réglée par règlement, alors que vous constatez qu'il y a une forte volonté de la part des députés que ce soit traité par une loi. Alors pourquoi, à votre avis, ce goût, j'ai envie de dire, de la loi plutôt que du règlement? Le goût de la loi de la part des députés? Oui. Oui, bah, oui. La réponse déjà vient d'être donnée, c'est déjà, ça ne m'échappe pas. Je vais profiter de votre question pour faire une diversion, parce que c'est comme ça qu'on s'en sort, on ne sait pas comment répondre. Il faut vous mesurer quand même le côté obsessionnel du député d'exister. Mais c'est obsessionnel. C'est obsessionnel. Allez, enfin, ça soit peut-être un peu moins dans l'hémicycle qu'en commission. Mais combien de centaines de situations j'ai vécues où vous avez un député qui vient dans sa commission ou dans l'hémicycle qui pose une question, puis au moment où la réponse va venir de la part de l'auditionné ou du ministre, il n'est plus dans l'hémicycle, il s'en fout de la caméra. Ce qui comptait, c'est que son petit collaborateur chéri ait récupéré les 2 minutes de questions sur le site de l'Assemblée et qu'il ait pu ainsi alimenter ses réseaux. Et c'est ça le malheur. C'est qu'aujourd'hui, ils sont obsessionnels sur ma réélection va être dépendante, ce qui est complètement... Enfin, ça peut jouer marginalement, mais honnêtement, c'est très bien ce que c'est qu'une vague. Hein. Vous avez un président qui est élu, surtout par le système actuel. J'ai bénéficié de la vague Macron. Même si j'étais pas chez Macron, moi j'aurais jamais été élu dans le département dans lequel il est le mien. Vous n'avez jamais élu un centriste. Je ne savais même pas que ça existait, donc c'est pour dire. Bref, donc plus il y a de lois, plus il y a de possibilités d'exister. Comme rapporteur, comme débatteur, et se faire mousser, et se faire voir, être vu à la télé, être vu sur la chaîne parlementaire, c'est obsessionnel. C'est obsessionnel. Quand je le racontais, même encore aujourd'hui, moi on m'appelle pour des plateaux télé, mais je n'y vais jamais. Et même quand j'étais élu, j'ai dû faire 3, 4 plateaux LCP parce que c'était la Covid, que je ne pouvais pas me... Mais eux, prennent tout et n'importe quoi. Exister, être vu. Donc tout ce qui alimente le débat parlementaire, tout ce qui augmente le nombre de propositions de loi, etc., et plus c'est provoquant, mieux c'est. Je n'ai pas donné un autre principe. Chaque groupe politique, en fonction de sa taille, a le droit... Alors déjà, pour être un groupe politique, il faut avoir un nombre de députés minimal. Sinon, vous êtes non inscrit, vous n'avez pas de groupe. Mais chaque groupe a le droit à ce qu'on appelle une niche parlementaire. Donc franchement, moi je me questionnerais sur... J'en vois le principe. C'est une journée donc, qui commence le matin à 9h et qui se termine à minuit. Et là, un groupe parlementaire donné, puisque c'est sa niche du jeudi machin, peut essayer de faire passer des propositions de loi. Quand on regarde les propositions de loi, certaines sont des petites propositions de loi, moi j'en ai fait passer, bien ciblées, etc. Mais en fonction en particulier du groupe politique, on voit bien que le seul objet c'est de faire le buzz. C'est de faire le buzz, rien d'autre. Sur des propositions complètement délirantes. Mais c'est pas grave, on a fait parler. Et puis nos amis les médias, ils adorent ça.
Donc voilà, c'est ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est ce qui est devenu notre société de communication et son évolution à l'aube effectivement de tout ce qui est Internet, etc. C'est devenu terrible. Ils sont obsédés par ça. Obsédés. Merci Philippe. Loïc. Bonjour, merci Monsieur Bertha, merci Gilles de nous convier, merci au Cercle de nous convier. Je suis Loïc Douillère, co-gérant du cabinet de conseil en ressources humaines Florent Manson Institute, et accompagné de mon fils Anthony qui est en première année de médecine. Donc oui. Bravo, mais je suis épaté parce que vous parlez depuis tout à l'heure et il me dit bah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Alors moi je suis ébahi par ce qu'il apprend. Ma question, tout à l'heure, vous avez parlé des réseaux d'influence, Gilles. On a entendu parler des peu d'intérêt, finalement, des réseaux d'influence scientifiques. On va les mettre de manière un peu large. Ce qui m'étonne, et j'entendais monsieur en tant que médecin, les médecins sont quand même très organisés, ils ont un ordre. Qu'en est-il de leur influence auprès des députés? On a l'impression que, quand on vous écoute, il y a peu d'influence. Non, attendez, médecin, voilà une bonne question. En liminaire, je vais quand même repréciser des choses pour vous dire quand même où on en est dans ce pays, parce que quand je parle de science et pourquoi je suis très inquiet, bon, il ne vous aura pas échappé que outre-Atlantique, il y en a un qui a vite compris que les deux voies d'accès prioritaires, quand on veut être un peu populiste et autres, c'est la santé et la recherche. Et que moi je suis quotidiennement ce qui se passe actuellement, moins 47% des budgets du NIH, qui est quand même la mecque de la recherche en santé, moins 47%. Travail de destruction massif sur lequel on ne peut pas rigoler, hein, parce que on est mondialisé et que les vaccinations qui ne seront plus là-bas, à un moment donné, ça va nous tomber sur le coin du nez. Hein. Là, je vois les cas de rougeole, ils reconnaissent qu'il y a un peu plus d'un millier de cas, mais enfin, on pense que c'est bien au-delà. Il n'y en avait plus dans les Amériques de rougeole. Bien sûr, il y a eu les premiers morts, enfin bon, passons. Et je vais vous donner quand même des chiffres qui m'amènent à réfléchir tous les jours. Il y a eu, mais c'est peu relié finalement, peut-être que vous les avez lus, hein, un sondage qui est pas si lointain sur les jeunes de, je crois, de mémoire de 16 à 24 ans. C'est un sondage sérieux, fait sur un échantillon très sérieux, donc je vous donne les résultats. 19% pensent que la Terre est plate, 48% ne croient pas à la théorie de l'évolution, et je crois que c'est 60%, même peut-être 70% pensent que l'astrologie est une science. Aux États-Unis? Non, en France. En France. En France, ah oui, l'intelligent design, bien sûr, mais c'est aujourd'hui en France. C'est la réalité. Sur le poids des médecins, il y a effectivement. Je fasse attention parce que moi je distingue médecine et science, mais c'est parce que j'ai un conflit familial permanent. Et là aussi, c'est encore un vrai problème culturel français. Enfin, moi, je n'ai jamais compris qu'on éduque de façon totalement différenciée, de façon tubulaire, dans des universités différentes, les scientifiques, en particulier en sciences biologiques et médicales, des médecins. Dans un pays normal, il y a au moins 2, 3, peut-être même des fois 4 ans d'études quasi communes, et puis après on fait le choix entre MD, ou PhD, Medical Doctor, docteur en philosophie. Et puis certains arrivent à joindre les deux et sont MD, PhD. Nous en France, c'est non. Et ça nous pose beaucoup de problèmes. En tout cas, nous en génétique, ça nous pose beaucoup de problèmes parce que imaginez un généraliste qui va débarquer une maladie rare. C'est arrivé à ma femme de voir débarquer une amyotrophie spinale, elle m'a appelé en disant écoute, j'ai un bébé chiffon dans les mains, qu'est-ce que t'en penses? Je dis tu dis pas que moi j'ai pas le droit de dire ce que j'en pense. Enfin, je dis écoute, trouve un centre de référence d'urgence, ça me paraît quand même du neuromusculaire lourd pour le compte. Quel est le spécialiste au CHU de Montpellier? Oui, non, d'accord. Enfin, le généraliste, lui, n'a eu aucune formation en génétique jusqu'à peu de temps. Hein. Enfin, il faisait une UE de génétique en première année, et puis on passe à autre chose. 3 millions de gamins, 7000 pathologies génétiques, c'est dommage. Bon, bref, la question c'était, redites-moi. L'influence... Eux gardent une bonne influence, quand même, parce que le ministère de la Santé est un gros ministère, dont on pourrait dire beaucoup de choses, et je ne suis pas sûr qu'il a embrassé tous les rôles qu'il a embrassés, alors que le ministère de la Recherche, hein, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, que ce soit Frédéric Vidal, Sylvie Retailleau et Jean-Di Philippe Baptiste, 90% de leur temps est consacré à l'enseignement supérieur, avec d'ailleurs un leitmotiv, c'est comment faire pour ne pas avoir les étudiants dans la rue. Je crois grosso modo, c'est à peu près le seul truc que leur demande le président de la République et le Premier ministre.
Donc la recherche, moi j'ai invectivé 2 fois de façon très maladroite et certainement très impolie le président de la République en direct, comme ça, là, en disant quand c'est que tu t'occupes de la recherche? Mais la seule réponse que j'ai dit, Philippe, tu commences à m'emmerder, j'ai fait France 2030. Bon, d'accord. Et aujourd'hui, quand je vois certains discours encore récents pour accueillir de collègues américains, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Tout à coup, ils pensent que ça serait peut-être important d'avoir un peu de recherche en France. Enfin, passons. Et j'ai essayé de lui expliquer que le père de la Startup Nation, donc si on veut des startups, de high-tech et des belles boîtes de biotech en particulier, mais autres, si on n'arrose pas en amont côté recherche, on n'aura jamais rien. Voilà. Donc les médecins ont encore un grand pouvoir, ils sont bien représentés dans l'hémicycle. Franchement, ils sont bien représentés. Alors ils ont eu des votes énormes, ils en ont un peu moins en ce moment, mais ils ont surtout un ministère qui est un ministère régalien qui pèse lourd. Le ministère de Catherine Vautrin, c'est pour le compte un très très gros ministère. Je ne sais pas comment elle fait, même si elle est secondée par Neuder, ça me respect santé. Mais donc ils sont bien représentés et bien défendus. Ça, je ne suis pas inquiet sur le lobby médical. Et puis bon, moi je écoute, il y a des syndicats derrière qui sont... Bon, mais il y a un moment donné, pour revenir sur une question précédente, on a vraiment un problème de fond sur comment on fait évoluer notre système de médecine. C'est du libéral payé par l'État, c'est toujours de toute façon dès le départ, c'est le même problème du médicament. Le médicament c'est une industrie, oui, mais le client c'est l'État. Donc le patient n'est pas le payeur. Voilà, ça reste compliqué et moi j'ai pas de réponse à donner. Moi j'ai vécu un peu le système anglais en termes de santé, je le souhaite pas non plus foncièrement, quoi. Parce que c'est moi qui ramenais, chaque fois que je revenais en France, des antibiotiques, etc. pour les copains. Donc c'était quand même des copains anglais, pour avoir accès à un généraliste, c'était l'enfer. Et de toute façon, pour un antibiotique, c'était même impossible. Ils récupéraient éventuellement un tube d'aspirine, mais pas autre chose. Non, c'est compliqué. Mais ils sont bien représentés, très écoutés. Mais bon, à un moment donné, il faudra quand même trouver une solution collective. Et elle va forcément pas faire plaisir à tout le monde, et on ne peut pas continuer dans la situation actuelle. Juste un petit mot avant de passer la parole. Oui, la médecine n'est plus de science. Hein. C'est une pratique, on va dire. Par contre, elle utilise la science énormément. Mais l'utiliser, c'est pas en être une. Mais il y a des médecins qui sont aussi scientifiques. Il y en a qui sont les deux, ça existe. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des confusions un peu là-dessus. Hein. Voilà. Et le manque de formation scientifique, certainement, alors pourtant les études sont longues et lourdes, ça explique, c'est un des éléments qui explique le développement effréné des pseudo-médecines, globalement. On est dans des croyances et on n'a pas la démarche de raisonnement qui permet d'éviter de partir dans des voies de traverse discutables et dangereuses. Jean-Baptiste. Justement, bonjour, d'abord je me présente, je suis non seulement un vilain juriste, mais en plus je suis avocat, donc je crois que je cumule les tares peut-être. Mais je vais rebondir sur la question et sur votre intervention également, parce que vous avez évoqué au début de votre intervention, très intéressant, le problème, ou en tout cas la question des lobbies. Et moi je m'interrogeais dans mon domaine de compétences sur certaines communautés, comme par exemple la scientologie, comme l'anthroposophie au travers de la biodynamie, comme des communautés comme IVI, Invitation à la vie intense, ou en reprenant, alors pas dans les mêmes proportions, mais en reprenant certains propos et certaines initiatives de Philippe de Normandie également au niveau des médecines, enfin des médecines, grave erreur de ma part, des pratiques alternatives, des pratiques thérapeutiques alternatives. Première question, est-ce que vous avez constaté, comme moi je pense, une porosité plus importante de nos représentants politiques à ces communautés et à ces doctrines finalement? Deuxième question, comment est-ce qu'on peut mieux sensibiliser justement nos représentants nationaux, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, sur ces questions-là pour éviter précisément à l'avenir cette porosité de s'intensifier, comme je le crains, on le voit malheureusement actuellement. Vous avez complètement raison, enfin, je cherche toujours un peu
de problème pour prononcer le nom de la structure. C'est la Miviludes, hein, c'est ça? Oui. Oui, qui a rendu un rapport. Qui a rendu un rapport très inquiétant, effectivement, sur... Les problèmes de santé sont... Mais bien sûr, les problèmes de santé sont en première ligne. J'ai dû faire une table ronde avec de Normandie, avec Philippe de Normandie, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. La complexité vient déjà qu'il ne faut pas tout mettre dans le même bain. Aujourd'hui, ce que dit la Miviludes, sur son dernier rapport, je crois, c'est qu'un patient sur 2 victime d'un cancer fait appel à une médecine que dans mon temps on a utilisé parallèle. C'est pas des médecines. Mais c'est pas des médecines. Après, effectivement, parmi ça, il y a forcément, enfin il y a à mon sens, des possibilités de support, des possibilités d'accompagnement qui peuvent être intéressantes. Bon, mais on sait aussi que, c'est ce qu'a dit la Miviludes d'ailleurs, que malheureusement pour certains, ils vont même pousser le patient à interrompre son accès à l'allopathie, et donc là ça devient carrément criminel, on est sur un autre registre. Donc là aussi c'est la difficulté de faire le nettoyage. Alors je vais prendre un exemple précis, parce que là aussi je ne me suis pas fait des amis, mais peut-être que je ne vais pas me faire des amis encore aujourd'hui, mais en plus dans une ville comme Montpellier qui a accueilli une structure importante. C'est poser la question du remboursement de l'homéopathie. J'adore ce sujet, hein, c'est triste. Aïe. Je ne peux pas être le même qui attaque Didier Raoult sur les essais cliniques et ne pas dire que les dizaines d'essais cliniques sur l'homéopathie ne sont jamais... voilà. Et en plus, pour rien vous cacher, je vivais à Londres entre 88 et 90, à l'époque de la mémoire de l'eau, de notre ami Benveniste, qui, pour ceux qui s'en souviennent, moi j'en ai vraiment souffert, parce que tout le monde se fout. J'étais le français de l'Institut impérial de recherche sur le cancer à l'époque à Londres. Je l'ai connu, Jacques Benveniste. Moi aussi je l'ai connu. Il était engagé à fond. Ouais, il l'avait caché dans ce qu'on appelle le cimetière des éléphants de l'INSERM, qui est là où il y a le grand hôpital de reproduction en avant de Pallas. Les mémoires de l'eau, c'était extraordinaire, parce que j'ai toujours été convaincu que les éditeurs de Nature, pour ne pas les nommer, l'ont fait exprès. 1, de laisser passer la publication. 2, de lui mettre la couverture du journal en question, parce que j'ai jamais beaucoup bien vécu l'amour porté par les Anglais du Sud vis-à-vis des Français. Et mon patron anglais, en premier d'ailleurs, qui avait fait pour la première fois, m'avait dit, tu sais, la première fois que je prends un Français, je suis un peu inquiet. Donc, non, il y a donc, là, ça venait très clairement, tout le travail fait par les sociétés, vous les connaissez, Adolissos, Boiron, etc., avait été fait très clairement sur la population républicaine de l'hémicycle. Et en particulier auprès de notre ministre, que je la connais bien parce qu'on est de la même région, et je crois qu'on s'apprécie, et en particulier auprès de notre ministre actuel de l'Agriculture. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a pas mis dans la tête sur le financement de... Voilà. À un moment donné, il faut faire des choix. On ne peut pas continuer à faire financer par l'État, me semble-t-il. Bon, j'en ai discuté avec les gens de Boiron à l'époque, des entre guillemets médicaments ou des médecines, vous appelez ça comme vous voulez, qui n'ont pas fait démonstration de quelque validité que ce soit. Comme je dis, moi je ne suis pas contre les petits bonbons sucrés, hein, mais je pense que j'ai dû en prendre d'ailleurs. C'est pas mauvais. Et si effectivement ça peut suffire à faire patienter le patient d'avoir fait son immunité contre son petit virus du moment, ça ne dérange pas. Mais comme j'expliquais à mes étudiants, vous savez, la vertu de l'homéopathie et de sa dilution, c'est à peu près l'équivalent de prendre un millilitre de bleu de méthylène, de le mettre dans le lac de Genève ou le lac Léman pour d'autres, et de récupérer ensuite l'eau au niveau du delta du Rhône, c'est-à-dire en Camargue. Donc vous avez à peu près l'effet de dilution.